Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur le podcast La Gang. On entame aujourd'hui même la saison 3 de mon podcast Perception. Je suis tellement excitée de vous retrouver, la gang. Vous m'avez bien manqué. Puis vous êtes pas prêts parce que la saison 3, elle est remplie d'invités tout aussi incroyables les uns des autres. Fait que re-bienvenue. Et pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, bonjour, je m'appelle Claudie Mercier et je suis l'animatrice du podcast Perception dans lequel j'invite des gens à venir me parler de leur parcours de vie atypique, de leur handicap, de leur santé mentale. Bref, c'est tous des gens qui en ont gros à dire puis qui peuvent être vraiment inspirants. Fait que, bref, c'est pas mal ça. Et sinon, la gang, pour les gens qui nous suivent depuis la saison 1, guys, on a enfin une merch qui vient d'apparaître. Je suis tellement excitée. Je travaille sur la merch depuis la saison 2. Pour vrai, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de vous la montrer. En ce moment, je porte d'ailleurs un crewneck de la merch qui est amazing, mais différemment. Et sinon, j'ai un deuxième crewneck. Pour les gens qui nous écoutent en balado, vous irez voir sur YouTube pour voir les crewnecks. Et sinon, le deuxième crewneck, c'est lui ici. C'est hot de pas être hot. Donc, c'est vraiment pour venir faire un petit clin d'œil à la beauté des différences. En fait, c'est mon podcast. Je trouve qu'il vient vraiment mettre en lumière les gens qui sont différents, mais qui sont beaux dans leurs différences. Puis c'est ça que je voulais mettre de l'avant avec ma merch. Et d'ailleurs, je trouvais ça super important de remettre un don, en fait, à un organisme de mon choix. Si vous achetez la merch, en fait, pour chaque crewneck vendu, on va remettre, je vais remettre 2$ par crewneck vendu à l'organisme L'Interligne, qui est un organisme, en fait, une ligne d'écoute d'aide pour les gens qui sont issus de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Je trouvais ça super important. En ce moment, ils ont fait une annonce comme quoi leur ligne de nuit était menacée. Puis je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux à quel organisme je devrais donner. Et vous m'avez, pour la plupart, répondu l'Interligne. Donc, je me suis dit que ça allait être parfait. Donc, voilà. Si jamais vous voulez vous procurer la merch, la gang, ça va full m'encourager pour le podcast, pour les enregistrements. Ça m'aide à produire plus de contenu. Ça m'aide à produire du meilleur contenu aussi. Donc, c'est toujours bien apprécié. Je vais mettre le tout en barre de description. Et sinon, on se lance dans ce premier épisode de la saison 3. Aujourd'hui, wow! On commence en force avec un invité que j'ai eu la chance de connaître en faisant de l'escalade. Son nom, c'est Sébastien. Il vient nous parler, en fait, de son passé dans les Forces armées canadiennes parce que Sébastien, c'est un ancien vétéran de l'armée. On vient parler de santé mentale également, d'alcoolisme, de toxicomanie. On parle de sa vie présentement, bref, de tout son parcours qui est plus qu'incroyable. Il a fait des missions en Afghanistan. C'était un des épisodes les plus spectaculaires, sincèrement. Je trouve qu'on commence la saison 3 en force avec un invité. Wow, j'ai pas d'autres mots, vous allez le voir dans l'épisode. Puis sinon, la gang, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec l'épisode. Le premier épisode de la saison 3. J'espère que vous aimerez ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et sinon, la gang, en ce moment, j'enregistre au studio Les Remarqués. Je sais pas si vous remarquez que c'est un nouveau studio. Le studio, il a été pimpé. Si jamais vous aussi, vous avez un balatos, que ça vous tente d'enregistrer vos podcasts ici, vous pouvez donner mon nom ou le nom du podcast et vous allez avoir 100$ de rabais. Puis voilà, sur ce, j'ai fini mon petit blabla et je vous laisse avec l'épisode. Allô, Seb? Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. By the way, les chums, si vous comprenez pas pourquoi je l'appelle déjà Seb, c'est parce que Seb, il m'a montré à faire de l'escalade de roche sur YouTube. Donc, je sens que j'ai déjà comme un petit lien avec lui. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que c'est moi qui t'ai écrit pour t'inviter. Ça fait plaisir. Peux-tu nous faire une petite présentation de toi pour les gens qui aimeraient ça savoir t'es qui, en fait? Hey boy, ça c'est... je suis qui? C'est profond comme question, hein? Je suis...
Aujourd'hui, ben, on va parler plus de mon passé comme vétéran Oui. des Forces armées canadiennes, les problématiques que j'ai vécues aussi. Mais aujourd'hui, ce que je suis, c'est un père de famille, un alpiniste, quelqu'un qui grimpe, on va en jaser aussi. Puis je fais des conférences pour aider les gens qui ont passé ou qui passent encore à travers les problématiques que j'ai vécues suite à ma carrière. Puis sinon, c'est vraiment large, là, c'est ça. Moi, je me considère comme j'essaie de faire le meilleur job que je peux comme père, puis en même temps, je surmonte mes problématiques encore aujourd'hui là, de ma carrière. Wow, Mm. on dirait que dès la première question, tu m'as tout de suite inspirée. J'étais comme... Parce que tu disais au début, je vais répondre comme ça va sortir. Je suis comme, mon Dieu, la première question, comment te présentes-tu? Tu te présentes super bien, fait que ça part bien. Cool. On va commencer par le commencement. En fait, toi, tu viens ici pour nous parler de ton ancienne carrière, qui était vétéran dans les Forces armées canadiennes. Comment tout ça a commencé? T'avais quel âge? Ça remonte à vraiment, vraiment loin. Mon envie d'être dans l'armée remonte à... J'avais 6-7 ans. Ouais, c'est aussi loin que je peux me souvenir. C'était comme une vocation, quelque chose comme ce qu'on dirait un calling, comme quelque chose qui était comme ancré dans moi. Puis c'était pas nécessairement que c'était l'armée, mais j'avais toujours une envie d'aider les gens, d'aider le monde. Puis j'avais une envie d'aventure aussi, j'avais une envie d'action, j'avais envie de me garder en forme physique. Puis pour moi, l'armée, c'était comme un peu un tout de ce que je recherchais. Puis en même temps, je me disais, je veux aller aider des gens dans des places où le monde ne va pas les aider. So, je veux aller dans des endroits qui sont à risque, des endroits où le monde sont délaissés un peu. Puis l'armée me semblait comme une bonne alternative. Fait que j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'étais un cadet à l'âge de 12 ans. Quand j'ai eu 12 ans, j'étais signé pour être un cadet. J'ai fait 6 ans avec les cadets de l'armée. Ça a été des super belles expériences aussi. Puis je suis rentré dans l'armée. J'ai signé, j'avais 17 ans. Fait que ça n'a pas été comme avec la préparation de mes parents. Fait que c'était vraiment un choix de carrière. Là. Des fois, on en a qui rentrent dans les forces parce qu'ils disent je sais pas trop où aller, puis je vais m'enrôler, ça va payer mes études, puis ça. Mais moi, c'était vraiment un choix depuis que tu étais jeune. Ouais, mais c'est un choix, je sais pas. C'était comme ça s'enlignait là, ça allait là, puis c'est le chemin que j'ai suivi. Hein. Mais, mon Dieu, mais c'est tellement intéressant dans le sens que tu avais 6-7 ans, les premiers instants où ce que tu t'es dit, moi, je veux sauver les gens, fait que je vais aller sûrement dans l'armée plus tard. Ouais, c'était un mix de tout. Je veux dire, les jeunes, on joue à l'armée, on joue à ça. Fait que je peux me souvenir de ces moments-là. Est-ce que c'était aussi présent, l'envie d'aider à 6-7 ans? C'est venu quand même jeune pour moi, l'envie d'aider puis d'être présent pour les autres. Là. Si on embarque dans la psychologie de la chose, là, comme mes traumas d'enfance, peu importe, comment je vivais auparavant, on m'a élevé avec beaucoup de valeurs de loyauté puis d'aider mon prochain. Fait que ça a été comme ancré dans moi assez jeune. Les seules fois, les premières fois où je me souviens vraiment que je voulais être dans l'armée, c'est la journée qu'on a entendu mon prof parler du 11 septembre. Oh my God! Wow. J'avais déjà des pamphlets de militaires puis tout ça dans mes tiroirs, puis c'était quelque chose qui m'entraînait, mais je me souviens, dit à un moment donné, j'avais ça fait cliché, là, mais j'avais des pamphlets des soldats qui étaient en Afghanistan, puis quand j'étais revenu le soir après cette annonce-là, j'ai dit un jour, ça va être moi qui vais être là pour que toi, tu puisses être chez vous, Oh my God! J'ai des frissons. Ouais, fait que ça a comme commencé de même, puis à partir de là, ça a été ma dévotion pour servir le pays d'une certaine façon. Là. Ben, mon Dieu, c'est servir le pays à 100%. Qu'est-ce que ça prend pour rentrer? Parce que je suppose que tu étais dans les cadets depuis tout jeune, depuis 12 ans que tu disais. Ça commence-tu par là? Non. Ah, OK, c'est ça. Parce que moi, j'ai été dans les cadets, puis il me semble que je me rappelle pas avoir des pamphlets, là, tu sais. Non, c'est sûr qu'on fait affaire avec l'armée. Les cadets de l'armée sont affiliés avec certaines unités militaires. Mais c'est pas parce que tu fais les cadets que tu vas nécessairement dans l'armée ou vice-versa. Pour être dans l'armée, c'est une job. Le monde s'attend des fois à ce que ça soit super compliqué rentrer là. C'est une job comme tout. Là. Je veux dire, la majorité du temps, c'est du 8 à 4. Sauf nous, mettons, les soldats de combat puis les unités de combat qui ont des horaires un peu particulières des fois. Le reste de l'armée travaille comme les civils, un peu, là, en uniforme. Je veux dire, on a des dentistes, on a des médecins, on a des clerks, on a tout, là. On a des photographes dans l'armée, je veux dire. Ça fait qu'ils ont une job de 8 à 4, un peu comme tout le monde. Puis c'est pas toute la guerre, là, l'armée. C'est pas juste
Mais c'est situation ça de que j'ai combat. l'impression, c'est qu'à cause des films, beaucoup, tu sais, puis moi, je vois vraiment... Moi, j'ai écouté beaucoup de films là, de guerre et tout, Mm. puis je trouve que c'est ça qu'on met beaucoup de l'avant, c'est que c'est beaucoup le combat, mais c'est Mm. vrai que dans le fond, comme tu dis, il doit y avoir d'autres jobs, ben tu sais, des jobs que t'es dans l'armée, mais que tu vas pas au combat, ça se peut, en Ben fait. oui, OK, c'est ça. je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais euh, on n'est pas une grosse force de combat au Canada. Puis, tu sais, sur une armée d'environ 65 000 personnes, on est genre 6 000 qui travaillent pour le combat. En fait, l'armée est en support au combat. Tu sais, c'est sûr que le rôle principal de l'armée, c'est de protéger notre constitution d'une certaine façon, Mhm. donc les citoyens ici et à l'extérieur. Ouais. Puis, on a des rôles internationaux aussi. Mais la force de combat est très petite à comparer la force de soutien qui est autour de ça. Fait que, tu sais, cette force de Comprends. soutien-là va jamais tirer une balle en combat. Tu sais, il y a pas personne, ou très rares sont ceux qui vont avoir vivre une situation de combat comme on a vécu nous autres. Là. Fait que toi, ben, tu sais, t'es un soldat de combat. Ouais, moi j'ai été dans plusieurs unités. La plus longue avec laquelle j'ai servi, c'est le 22e régiment à Québec, avec le premier bataillon. Fait que c'est ça. Ma job, moi, en gros, là, si on résume ça, c'est j'étais un soldat de combat. OK, wow. Mais est-ce que quand t'es arrivé dans l'armée, tu peux pas tout de suite être un soldat de combat? Ou tu peux? Oui, en fait, c'est un métier. OK, c'est vraiment ça aussi, là. C'est soldat de combat, c'est C'est un métier métier. aussi. Fait Là. que ça, c'est un des métiers qui n'existent pas au civil. Fait que, tu sais, tous les métiers qui sont civils existent dans l'armée. Fait que tout ce qu'on peut avoir au côté civil, il y a l'équivalent côté militaire. Mais c'est sûr qu'il y a des jobs comme artilleur, il n'y a pas ça dans le civil. Tu sais. Fait que Mhm. on a des jobs qui sont de combat dans l'armée. Donc, on a les métiers les ingénieurs de combat, on a l'infanterie, l'artillerie, puis les blindés, qui sont 4 métiers vraiment associés avec les forces de combat. Puis le reste, en fait, tout est là pour soutenir OK, ces efforts-là. je comprends. Mais moi, ma job, quand on va rentrer au centre de recrutement, là, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas, mais tu sais, on a des choix de métiers à remplir. OK. Il y a trois options. Puis généralement, l'armée, étant l'armée, ne va pas nécessairement t'octroyer le job que tu as voulu. Fait que dans tes 3 choix, ils vont essayer de te donner là-dedans, mais ils vont t'envoyer dans des places où ils ont besoin. Mais c'est rare que si tu te rentres là comme soldat d'infanterie ou tu demandes d'être soldat d'infanterie qu'ils vont t'envoyer comme Air Force sur des hélicoptères. Là. Ils vont essayer de rester dans les eaux de ce que tu as demandé, mais tu restes que tu es un soldat puis que tu vas être envoyé où on a besoin de toi. Mais moi, quand je suis rentré là, c'était l'infanterie, puis était vraiment en demande parce qu'on était en mission en Afghanistan, on était comme dans les débuts, là, quand je suis rentré dans l'armée des missions en Afghanistan. Puis l'infanterie était en demande. Là, on avait besoin de beaucoup de monde. Fait que ça a été quand même facile pour moi de rentrer là. Comment ça commence? C'est par le cours de recrue, où ce que OK. tout le monde, en grosse partie, passe par là, à moins qu'ils passent par les collèges militaires, universitaires. Mais c'est un cours où ce que tous les militaires passent au travers, qui est un cours de recrue. Ça a changé beaucoup dans les dernières années. Là. Moi, quand j'étais là-bas, c'était 13 semaines. OK. Puis après ça, on partait faire nos cours de métier. OK. Donc, mon cours de métier, moi, c'était soldat d'infanterie OK. de combat. Fait qu'on m'a montré à tirer, on m'a montré à faire des attaques de section, on m'a montré à me défendre, on m'a montré des arts martiaux, on m'a montré vraiment comment trouver un ennemi, l'abattre, puis Wow. sécuriser des endroits. Fait que c'était ma job, c'était ça. Ben, mon Dieu, puis c'est tout qu'un travail. Je veux dire, je suppose qu'aussi, il faut que tu sois dans une certaine shape musculairement parlant, là, dans le sens que, tu sais, Ouais, oui, ils vont faut te que tu mettre sois en là. forme, je suppose, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Tu sais, juste les cours étaient difficiles physiquement. C'était pas l'enfer en tant que tel, sauf que c'est sûr qu'il te faut une shape ou il te faut une détermination quand même grande. Parce que j'ai vu du monde qui était en forme, qui ont plus rushé, puis il y en a beaucoup qui étaient en forme, qui ont lâché, versus des gens qui étaient un peu moins en forme, mais qui étaient vraiment déterminés à être au régiment. Ouais. Je reviens à quand tu disais qu'il y avait 4 catégories. Il y a l'infanterie, les blindés. Oui, Excuse. ben on C'est va quoi, faire ça les 4 métiers de combat. C'est comment je peux t'expliquer ça? Tu sais, c'est des métiers, en fait. C'est 4 métiers qu'on appelle des métiers de combat qui sont faits pour. Pour réussir votre mission, mettons? Oui, exact. OK. Mais tu sais, ça peut être utilisé dans plein de sciences. Tu sais, les soldats d'infanterie et les métiers de combat, on est utilisés partout. Tu sais, durant la crise du verglas, on était Ouais. présents. Tu sais, je veux dire, fait on est vraiment large comme. On est de la main-d'œuvre un peu pour tout. Tu sais. Ah,
Mais en situation de combat, on a besoin de plusieurs unités. Puis, tu sais, moi, je suis pas qualifié sur un Léopard qui est un tank canadien. Moi, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, cette affaire-là. Fait qu'il faut des gens qui sont qualifiés pour l'entretenir, l'utiliser, l'opérer. Comme les ingénieurs de combat, mettons. Ben, les ingénieurs de combat, eux autres, ce qu'ils font, c'est une job à part. Ils vont faire beaucoup de construction. OK. Donc, nos défenses, ils vont OK. être utilisés pour déminer beaucoup de choses. Tu sais, les explosifs, comme en Afghanistan, moi, j'ai fait beaucoup affaire avec les ingénieurs. Puis, my God, tu sais, merci pour toute la job que vous avez faite pour nous autres là-bas, parce que la menace numéro 1 en mission, c'était les explosifs cachés. Cachés, Puis, oui. les jobs des ingénieurs là-bas, c'était de les trouver, de les faire péter, les trouver, les faire péter. Fait que les autres, ils couraient un peu après ça pour nous protéger, nous autres, tu sais. Fait qu'ils s'occupaient des infrastructures, les ingénieurs s'occupent des explosifs, de s'en débarrasser, de faire des brèches dans les défenses ennemies, puis tout ça. Fait qu'ils sont très, très versatiles aussi. On a les artilleurs qui s'occupent de nous protéger aussi d'une certaine façon, puis de nous appuyer de par une bonne distance. Souvent, ils étaient sur les camps. Ou des camps avancés où quand on avait besoin de support, quand on se faisait tirer dessus ou qu'on avait besoin d'aide supplémentaire pour prendre une supériorité sur l'ennemi, ben on appelait l'artillerie. Fait qu'eux autres, ils ont des calculs super précis de leur canon, puis où ce qu'on était versus où ce que l'ennemi était, ben ils sont capables d'envoyer un Comme un avion avec... non, mais pas un avion, un obus d'artillerie. OK. Fait qu'un canon, comme dans le temps, les vieux canons qui tiraient, pff, ils sont capables d'aller... Fait que c'est ça, c'est frapper leur 4 ennemi. métiers qui sont essentiels quand tu veux aller au combat, en fait. Oui, Vous exact. êtes une équipe complètement Exact. Mais vous faites chacun votre travail. Là, à ce moment-là, tu as 17 ans quand tu as décidé de t'enrôler dans les forces armées. Ouais. C'est à quel âge que tu as fait ta mission en Afghanistan? L'Afghanistan, j'avais 20 ou 20 ans, je pense. Je suis revenu, j'avais 20 ans quand je suis parti. J'avais 21 ans. Ouais, 20 ans quand je suis parti. Est-ce que c'était ta première, pas mission de combat, là, mais mettons, c'était-tu la mission qui te demandait d'aller à l'extérieur? Tu sais, l'Afghanistan, on va se le dire, je pense qu'on associe tout ça un peu à la guerre, tu sais, à... Oui, ben ça a été une mission de combat d'importance. En fait, je pense que ça a été la plus longue dans laquelle on a été impliqué depuis vraiment longtemps. Là, en fait, ça a été au moins de 2001 à 2011, je pense, qu'on était en mission de combat. Wow. Ouais. Puis après ça a été une mission de soutien pour le pays, mais ça a toujours été une mission de soutien pour le pays aussi. Mais ouais, non, comme je dis, j'ai servi dans d'autres places, mais la grosse mission, ça a été l'Afghanistan. Ouais. Comment qu'on t'annonce que tu pars? Comment ça se passe? Parce que, tu sais, c'est ton travail. Donc, est-ce que tu arrives un matin puis on te dit, OK, aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais dans une semaine, tu t'envoles vers l'Afghanistan puis tu t'en vas faire ta mission là-bas? C'est généralement non. Non, on a un long entraînement avant de partir en Afghanistan. OK. Mais ça dépend encore. C'est vraiment du cas par cas. Parce que généralement, ce qu'on fait, on appelle ça une rotation. Parce que je ne pars pas à la guerre pendant 6 ans. Ouais, non, c'est ça. On a des missions qui vont durer entre 6 et 10 mois. Dépendamment. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation. Donc, notre régiment va partir en Afghanistan, le 22e va partir, on va faire une mission là-bas. Puis pendant que les gars sont en mission, les autres régiments, d'autres gangs, vont être en train de faire une montée en puissance qu'on appelle une montée en puissance et on se prépare à partir en mission. Puis l'autre gang qui vient de revenir, qu'on a remplacé, bien, ils font une reconstruction. Donc, ils vont réengager du monde parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui quittent, qui changent de métier parce que ça a été difficile. Peu importe, ils rebâtissent un peu leur unité. Mais comme moi, quand je suis revenu avec le 22e puis qu'on se préparait à partir en Afghanistan, on a eu une bonne année d'entraînement où ce que tu sais que la prochaine rotation, c'est toi qui y vas. Yep. Fait qu'on a des entraînements un peu partout. On s'entraîne pour la job qu'on va aller faire en Afghanistan. Puis en même temps, ben, on pratique justement interdisciplinaire avec les tanks, avec les artilleries. Puis on pratique. On fait des scénarios, beaucoup de scénarios. On se pratique là-dessus. Puis avant de partir, on a beaucoup de paperasse. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste comme... Hey go, la guerre a commencé, tu t'en vas. Il y en a que ça a été comme ça, comme en 2001, là, en octobre. Quand les soldats sont débarqués la première fois, là, quand il y a eu les attentats, ben, ça s'est fait vraiment rapidement. C'est comme il faut dépêcher du monde là-bas. Vous avez quelque temps à préparer vos affaires, vous partez. Mais quand c'est une longue durée, on est capable de se prévoir un peu d'avance.
Quand tu as déjà fait l'entraînement pour aller en Afghanistan, il y en a qui ne l'ont pas eu, cet entraînement-là, parce que ils viennent d'arriver au bataillon. On est déjà parti, mais là, on a des blessés, on a des morts, on a des. Il y a ce qu'on appelle le peloton de. C'est pas le peloton d'attente, mais c'est comme un peu les. Je me Les souviens pas. bacs, C'est le genre les backup. plans B, mettons. Ouais, fait qu'il y a des Ok. gens comme moi, quand je suis arrivé au bataillon, on commençait la montée en puissance, mais ils m'ont mis sur un 7 jours. Fait qu'ils ont dit, toi, t'es à 7 jours d'avis. Fait que toutes tes affaires sont prêtes, puis s'il y a un blessé, c'est quelqu'un qui Fait que décède. toi, tu t'en vas là, On là. est une batch de dans 7 jours, tu décolles. Puis après ça, il y a une batch de 30 jours. Fait que les autres sont comme, vous autres, vous êtes à 30 jours d'avis. Mais quand il y en a du 7 jours qui vont partir, on va remplir les 7 jours par les 30 jours. Fait on s'assure toujours d'avoir l'effectif complet en Afghanistan. Mais je suis pas parti quand ils ont eu. On était sur les 7 jours. Là, fait que moi, j'ai fait ma montée en puissance au complet avec mon unité. Puis on est parti. En fait, c'est drôle, on est au mois d'avril, là, mais c'est fait genre 2 jours ouais, à peu près là, que. Wow. Ouais, je suis Que arrivé ça fait là-bas début combien de temps? d'avril. Début, c'était 2009. Fait que ça Mon fait Dieu, 14 ans. ça fait... Wow! Fait qu'il y a 14 ans, t'es parti pour la première fois Ouais, vers l'Afghanistan. vers l'Afghanistan. Ouais. Tu dis-tu... c'est vraiment intense. Moi, on dirait que j'ai tellement de la misère à m'imaginer que, justement, il y a des gens qui décident, genre, hey, moi, je vais être soldat de combat. Tu sais, je pense que c'est un métier qui demande beaucoup de courage. Puis ça, on s'en était déjà parlé préalablement, toi et moi, mais comment tu te sens avant? Tu sais, on dirait que je comprends pas. Tu te dis-tu, OK, moi, je suis peut-être prêt à mourir pour mon pays, puis ça va être ça. Tu sais. C'est une pensée qu'on a. Je vais parler pour moi, c'est une pensée que j'avais. Tu sais, c'est sûr que ça venait. Plus tu te rapproches d'une date de départ, plus tu te dis, oh shit, tu sais, c'est heavy, puis ça s'en vient pour vrai. Tu sais. Mais je pense qu'on a tous les gars avec qui j'ai servi, on avait toutes nos motivations personnelles pour y aller. Puis, outre le fait que ça fait peur de t'en aller, de partir, puis même si c'est pas tant du fait que tu pars dans une mission qui est dangereuse, c'est que tu vas être loin de ta famille, tu vas être loin de ton monde, tu vas être loin de ton confort aussi pendant vraiment longtemps. Mais la confrérie, l'unité qu'on a entre gars, c'est tellement fort que ça t'aide à dépasser ces trucs-là. Puis quand j'étais dans le moment présent, je te dirais que c'est pas des choses à quoi je pensais nécessairement. J'étais plus comme dans Ben, tu dans la faisais ton tournade de la travail, chose, là. là, tu sais, c'est ça, tu sais, je réfléchissais pas vraiment à toutes ces affaires-là. C'est comme quand tu reviens, des années plus tard, quand j'ai réfléchi à tout ça, puis j'étais comme, moi, finalement, tu sais, il y avait de la peur là-dedans, il y avait des comportements qui étaient... ouais, ça, tu sais, il y a de la peur qui s'installe, il y a de l'anxiété qui se crée, mais d'un autre côté, tu es comme, c'est ça que j'aime faire, ça m'allume, ça m'attire de, d'aller patrouiller, d'aller dans un autre pays, dans une autre place. Fait que c'est comme, c'est comme un émerveillement d'une certaine façon, puis une grosse aventure. Là. C'est sûr qu'on s'attend à des choses qui vont se passer là-bas, mais c'est comme pas encore arrivé. Fait que, Tu vis un peu dans le déni, un peu, dans le fond. peut-être pas dans le déni, parce que tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va chier dans pas long, mais t'es prête de parce que tu as pratiqué. Puis je dirais, même si tu te sens plus ou moins prête, tu as les gars qui sont avec toi qui vont t'aider quand ça va chier. Fait que la confiance, je dirais, entre les gars, c'est vraiment ce qui fait que on peut y aller de l'avant sans vraiment comme chier dans nos shorts. Là. De mon côté. Tu sais, je me souviens d'avoir fait des parties J'avais, c'est ça, 19-20 ans, puis je faisais des parties d'adieu. Là, tu sais, Voyons, là. je rejoignais mon ensemble, puis c'était comme, tu sais, je sais pas ce qui va arriver. Tu sais, we never know. Tu sais, c'est pas tout le monde qui meurt en Afghanistan. Tu sais, on a des décès, mais le risque est là, puis tu sais un peu que tu vas revenir changer. Fait que tu fais des parties avec la famille, puis tout ça. Ça fait partie de la game, mais j'ai jamais vraiment comme vu ça d'un point de vue émotionnel avant. J'étais juste comme c'est normal. Là, on fait un chillin en gang parce qu'on va au bar, puis mais c'est ça. Puis ouais. Mon Dieu, hey, c'est tellement fou. C'est super comme touchant ce que tu dis, je trouve. Puis quand que je suppose ta famille ils avaient donné leur à 17 ans, ils avaient donné leur approbation pour que tu signes. Comme pour ta famille, comment ils se sentent de laisser leur fils partir? Ça doit être émotif. J'ai jamais vraiment eu ces discussions-là avec mes parents, mais je pense que c'est vrai qu'il n'y avait pas le choix. Je sais qu'il était très émotif à l'idée que je rentre dans l'infanterie. Puis j'ai déjà eu des discussions avec mon père très courtes qui étaient comme, tu sais que tu peux te choisir un autre métier. Va trouver un métier qui
que si tu sors de l'armée, tu vas pouvoir utiliser. Tu sais, il me disait, va, mettons, peut-être ingénieur ou va comme Avian Tech, là, travailler sur des avions. Si t'arrive quelque chose, tu vas pouvoir sortir puis te trouver un autre job. Tu sais, puis j'étais comme, non, tu sais, il arrive à rien en partant. Puis c'est ma vocation, c'est ça que je veux faire. Tu sais. Puis les discussions ont comme été closes là-dessus. Je sais que ma mère vivait du stress puis beaucoup d'anxiété, sauf qu'on n'a jamais vraiment été ouvert à se parler de ça. J'en suis conscient, mais comme je dis, il n'y avait comme pas le choix. Tu sais, quand ça faisait déjà depuis que j'étais tout jeune que je voulais aller dans l'armée, depuis 12 ans, j'étais impliqué dans le mouvement des cadets. Tu sais, c'était pas une option qu'il y avait. Là. C'était comme, il s'en va là, puis on ne mettra pas des bâtons dans les roues. Fait ils ont signé pour que je rentre. Wow. Puis, t'es resté combien de temps ta première mission en Afghanistan? De avril à novembre. Oh mon Dieu! Ouais. C'est ça, c'est 6 mois dans le fond. 9 mois. 9 mois, oui. Et mon Dieu, c'est vrai. Ouais. 9 mois. À quoi ça ressemble, un 9 mois en Afghanistan? T'as-tu Mais je sais, excuse, moi, je me fie beaucoup aux films que j'ai écoutés, là. C'est vraiment bizarre, là. C'est les seules références que vous avez. C'est ça, c'est pour ça que c'est tellement nécessaire de te recevoir sur le podcast pour ouvrir les yeux aux gens qui comprennent pas nécessairement le travail d'un vétéran. Ton 9 mois, à quoi qu'il ressemble? T'as-tu un camp de base? T'as-tu des jours où tu dois justement vraiment aller au combat puis tu le sais que ça va tirer puis que... C'est... Oui, il y a des journées... L'Afghanistan, c'était très, très incertain. Il n'y avait jamais de journée où on se disait comme ça va péter aujourd'hui, ça pètera pas aujourd'hui. C'était comme... C'est une surprise dans tous les fucking jours. Là. Wow. Il y avait une base internationale qu'on appelait CAF, le Kandahar Airfield, qui était une base internationale. Puis ça, j'ai dû y aller comme 4 fois. T'sais, j'ai atterri là. Puis c'est une zone qui est quand même, on appelle ça le safe zone. Là. C'est le green zone. On est quand même safe là-bas. Il y a des obus d'artillerie qui explosent une fois de temps en temps sur CAF, mais la zone est quand même super sécuritaire. Il y a des murs de béton partout. Il doit y avoir 30 000 personnes là-dessus. Je ne sais pas combien qu'on était, mais toutes les armées internationales sont comme reliées là. C'est comme le quartier général de la place à Kandahar où nous autres on opérait. Puis après ça, on est dispatché un peu partout dans la province. Fait qu'on a une place où on va s'occuper de cet endroit-là pendant les prochains mois ou jusqu'à temps qu'on soit dispatché. Je veux dire, on est des pions un peu qui... On va où on a besoin d'aller. Puis, on avait un camp... en fait, nos unités ont été comme dispersées un peu, puis on s'est promené à travers Kandahar, à travers la mission. Fait que, il y a des moments qu'on était à un camp qui s'appelait Massengard, il y a des moments où on était à Dan District, il y a des moments où on était à Camp Nathan Smith. Fait que, on se promenait à travers de ça, puis il y a des opérations qui demandaient à ce qu'on aille sur des maisons de peloton. On appelait ça des maisons de peloton parce qu'on avait une unité qui prenait comme une ligne plus avancée de l'ennemi ou plus exposé, je dirais, puis on se fortifiait une maison, on se fortifiait un petit compound où on vivait là, puis à partir de là, on faisait nos opérations dans le secteur. Fait que on se promenait. Okay. On se promenait beaucoup. Moi, pour ce qui est de la base internationale de CAF, la majorité des militaires qui vont en Afghanistan vont faire leurs 9 mois là. Okay. Ils vont aller là-bas, puis à partir de là, ils vont être sur leur ordinateur, ils vont faire de la surveillance aérienne, ils vont vivre sur la grosse base, puis après ça... Non, pas nous autres. Nous autres, on allait là-bas une fois, comme je dis, peut-être 4 fois que j'étais allé là. Il y a une opération qu'on a faite à partir de là, qu'on est allé genre dormir une nuit à CAF, puis à toutes les fois qu'on va là-bas, on en profite parce que là, on a une grosse cuisine, on a de la bouffe qu'on peut aller manger. Il y a plein de cuisines. Il y avait les cuisines thaï, les cuisines britanniques, françaises, puis tout ça, fait qu'on allait manger là, comme on pouvait. Puis on allait au Tim, il y avait un Tim Hortons. Hein? Ouais, il y avait. Wow, qu'est-ce que je suis tellement surprise. Il y avait un Tim Hortons à CAF. Il y a une place où il y avait plusieurs restaurants qui étaient sur ces bases-là. Fait qu'on essayait de passer à travers les officiers là, pour aller chercher des cafés quand on avait le temps. Mais ouais, c'était comme notre dada là, quand on pouvait y aller, mais après ça, on retournait dans le sable. Puis dans le sable, vous dormiez sur des petits lits de camp? Ça dépend où est-ce qu'on était. Il y a des camps qui étaient plus confortables que d'autres. Là. On avait nos lits simples sur des maisons de peloton. C'était sur des des lits de camp qu'on avait. Ouais, fait que puis on avait... Le luxe, il était variable d'une place à l'autre, tout ce qu'on allait là. Ouais, je comprends. Est-ce que vous mangiez la nourriture de militaire, justement? Ouais. Encore une fois, moi, ma seule référence, c'est les films. Là. Je m'excuse si je te pose des questions bizarres. Là. Ça dépend encore.
sais, comme je disais, mettons, on était à CAF, il y a de la cuisine internationale C'est de haut ça. de Ben gamme. oui, Là. of course, ouais. C'était cool. Sur le camp Nathan Smith, on avait des super de bons cuisiniers. C'était des tentes. On avait des Ah, tentes. OK. Puis il y avait des cuisines de campagne là-dedans. Fait que la bouffe était super bonne. Tu sais, je veux dire, c'était un grill. Là, puis OK. ils faisaient leur bouffe. On avait des bons déjeuners, des gros déjeuners. Sur les FOB, ce qu'on appelle les maisons de peloton, les Foreign Operation Mhm, Base, mhm. on mangeait des rations. Ouais. Ou sinon, ben, on s'était fait aussi un barbecue, genre avec des demi-drums. Tu sais, on s'organisait comme on pouvait, mais c'est sûr que la majorité de la bouffe qu'on mangeait, c'était des rations Je comprends. canadiennes. Ouais. T'as-tu des congés quand t'es là-bas ou pas Non, vraiment? C'est ben, ça. le seul congé que tu as, ça s'appelle un R&R. C'est un 2 semaines et demie, 3 semaines où ils peuvent te ramener chez vous. Ben, en fait, ce qu'ils font en mission, là, nos règles, c'est qu'ils vont payer un billet d'avion au maximum de la distance entre le pays où tu es déployé puis chez vous. OK. Fait qu'en étant en Afghanistan, c'était un peu partout sur la planète parce qu'on était vraiment genre l'autre bord. Ouais. Fait qu'il y a plein de monde qui sont genre allés en Thaïlande, en Australie, Ah, OK. pardon, pendant les vacances. Moi, je suis pas revenu. Ben, moi, je suis revenu en fait ici parce que j'ai échangé mes congés avec un de mes chums qui se faisait genre la 3e fois qu'elle allait en Afghanistan. Puis mes congés, moi, étaient genre au mois de juillet. Fait que j'étais comme vraiment comme centré dans le milieu. Puis c'était comme les meilleurs congés que tu peux pas avoir, tu sais, parce que je faisais genre un 4-5 mois, je revenais pendant 3 semaines, puis un autre 4 mois après. Puis lui a eu ses congés, c'était 3 semaines après la date de départ. Ah, Puis mon comme, Dieu! ouais, Ah, tu mais sais, c'est tellement plate. c'est chiant, là. Parce qu'après, tu restes comme un 8 Tu, mois. tu restes Comme... là-bas vraiment longtemps. Ah, OK. Fait que moi, je suis super innocent, là. Je suis comme, tu sais, Chief, je vais le prendre tes congés, on va demander si on peut switcher. Fait qu'on a rempli un mémo, tu sais, qu'on a switché. Fait que je suis parti pendant 3 semaines. Ah. Je suis revenu chez nous. Comme j'avais pas de place où aller, là, je voulais pas aller en Thaïlande. Puis il y avait pas de mes amis qui étaient en congé en même temps que moi. Tu sais, tout le monde a fait comme fuck toi, fuck tes dates Ben de oui. congé. Là, Fait que je suis revenu chez nous pendant 2 semaines et demie. Puis je suis reparti après ça Pendant 8 mois consécutifs, dans le fond. jusqu'au mois de novembre. Là. Wow. Fait que, puis là-bas, les congés, tu sais, je veux dire, si tous les jours qu'on travaille, oui, là, pas mal. Il y a toujours quelque chose à faire, tu sais. Puis si c'est pas une patrouille en tant que telle, si c'est pas une mission, c'est pas... Il y a de l'entretien à faire sur ton équipement, il y a de l'entretien à faire sur les camions, Ouais. mais il y a des temps morts, tu sais. Je veux dire, on attend beaucoup souvent. Tu sais, les états-majors sont comme, ben, on a telle mission à aller faire, on a telle chose à aller faire, mais nous autres, pendant ce temps-là, pendant que les autres discutent, ben, tu dors, tu t'assois, puis tu dors un peu partout. Là. On était vraiment réputés pour dormir dans toutes les conditions possibles. Tu dors quand tu peux, mais sinon, si t'as pas de mission de nuit, tu dors le soir. On se réveille, on fait de la sécurité autour de notre périmètre, mais après ça, tu vas te recoucher. Puis... T'entends-tu, quand t'es en Afghanistan, est-ce que t'entends tout le temps des explosions ou pas vraiment? T'entends-tu comme des sons de... Oui. Oui, ben encore là, je peux parler pour moi, Oui. parce qu'il y en a qui vont pas entendre un coup de feu Oui, évidemment. le temps qu'ils sont là-bas, mais oui, très, très, très fréquemment. En fait, là, juste des explosions à Haïti, que ce soit nous autres qui aient déclenché parce qu'on les a trouvés et on les a fait péter. La majorité, je dirais, on les trouve. OK. La police afghane ou les civils afghans nous appellent et nous disent « Ah, on a trouvé quelque chose de suspect là, on va faire un cordon de sécurité, les ingénieurs vont, puis ils la font péter. » Fait on enlève la menace, ou que c'est déclenché en ville, ou que c'est déclenché par nous. La moyenne, là, c'est genre quotidiennement, d'explosifs... je pense qu'on a eu comme un record là, quand j'étais là-bas, de nombre de IEDs qui ont pété. Là, quand on faisait des runs de IED, là, notre journée, c'était comme on s'en va protéger les ingénieurs pour faire péter les IED. On pouvait en faire 4-5 dans une journée pour faire sauter les bombes. Fait que c'était vraiment... Les bombes étaient vraiment très, très, très fréquentes. Les coups de feu, moins présents. Les échanges de coups de feu étaient moins présents, mais vraiment les explosifs, là, c'était... choses tout le temps. On arrivait souvent sur des après, des aftermath, des scènes d'aftermath. Fait qu'on allait donner des premiers soins à ce qu'on pouvait donner. Hein. OK, parce que toi aussi, tu t'es formé là-dedans, en premiers soins. Ouais. Ben, oui, en fait, dans la job d'infanterie, dans les soldats d'infanterie, on est assez versatile. Okay. Back in the days, là, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était ce gun-là, tu tires ce gun-là, puis on te montre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les soldats sont super versatiles sur plusieurs jobs, puis on s'assure que chaque section ait un peu de tout inclus. Fait que, tu sais, il y a du monde qui vont être... Tout le monde est qualifié sur les premiers soins, de base. Tout le monde est qualifié sur les premiers soins. Dans l'infanterie, dans les métiers de combat, on est qualifié sur des soins en situation de combat qui sont un petit peu plus poussés. Puis, il y a d'autres qualifications aussi qui s'appellent le T-Triple-C, qui sont
comme un Advanced First Aid que j'ai fait, moi, avec un de mes chums là-bas. OK. Fait que ma job à moi, puis lui, c'était vraiment de s'occuper des mass casualties, ce qu'on appelle, quand on avait plusieurs blessés civils, bon, on s'occupait de faire le triage, puis c'est nous autres qui faisions les soins les plus poussés. OK. Parce que nous manquait beaucoup de techniciens médicaux. Il y avait les infirmiers, c'est eux autres qui faisaient la meilleure job au monde, là, sauf qu'il n'y en avait pas assez. Ouais. Fait qu'on a formé beaucoup de soldats d'infanterie, dont moi, qui devaient s'occuper de ces blessés-là. Fait que quand notre section arrivait quelque part puis qu'il y avait des problématiques médicales à régler, si on n'avait pas de tech med, ou si on en avait un, je l'assistais. Puis c'était une de mes tâches là-bas. Wow. C'est fou parce que c'est tellement plus large que ce que je pensais dans ma tête. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et là, ben, j'arrive un peu à la partie comme un peu plate, là, dans le sens que est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as eu à utiliser, tu sais, comme ta protection, dans le sens que tu te rappelles d'un moment où ça se tirait de tout bord, de tout côté? Est-ce que tu as un moment en tête où c'est pas arrivé? Ben, je n'ai plein de moments Plusieurs, en tête, ouais. mais la première fois que j'ai vu ça, la première journée, j'ai pas participé. On faisait un cordon. En fait, il y avait une opération de l'armée afghane puis des Américains sur un bastion taliban. On savait qu'il y avait de l'activité ennemie là-bas. Puis là, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait swiper, on dirait comme passer le balai là-dedans. Là. Puis notre job, nous autres, ça faisait quelques jours qu'on était en Afghanistan. Puis notre job, nous autres, c'était de faire ce qu'on appelle les cut-offs. On se mettait plus de retrait en arrière, puis on allait ramasser un peu la volaille qui partait à la course. Fait que, le monde qui se sauvait, on les ramassait. Puis notre job, c'était de faire le cordon de sécurité. Donc, quand il allait avoir l'opération, si ça se mettait à chier et qu'il y a du monde qui se sauvait, ben nous autres, notre job, c'était d'anéantir l'ennemi qui se poussait. Mais cette journée-là, on était quand même super éloignés. Puis c'est la première fois que j'ai vu un combat par le feu, là, un vrai combat, full-blown combat en Afghanistan, qui était quand même assez impressionnant, là, je dirais, parce que c'était la nuit. Puis, ils ont des balles traçantes qu'on appelle là, notre côté plus que les côtés talibans. Là, quand on tire, il y a des balles rouges. Ça fait, quand ils tirent avec une arme automatique, ça fait comme un sillon. Puis, je me souviens juste qu'on était assis dans une montagne, j'étais avec mes amis là, puis quand ça a commencé à péter, on a juste... C'était un feu d'artifice. Pour moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais pas tant conscient qu'il allait avoir des morts là-dedans, qu'il allait avoir des blessés, que le monde est en train de se battre pour leur vie en bas. Mais c'était plus comme, wow, what the fuck. Il y a tellement de lumière, de ci, de ça, ça crie, ça tire partout. Puis nous autres, on est comme un peu en retrait. Puis j'ai comme... C'était un show. C'était pas réaliste. Quand j'y repense, quand je le vois dans ma tête, c'est comme un... Parce qu'à ce moment-là, tu t'es pas battu. Non, c'est ça, on était vraiment en retrait. Retrait, ouais. Ouais, il n'y a pas personne qui s'est pointé vers nous autres. L'opération a avancé. Nous autres, on a continué. Puis on est allé s'installer dans une vallée un peu plus loin où on a passé la nuit pour faire la sécurité. Mais c'était vraiment comme le premier baptême, je dirais, là, de voir une activité de guerre en tant que telle. Ça faisait quelques jours qu'on était là-bas. Mm-hmm. Puis toi... un combat, toi, tu as déjà été en combat dans le sens que tu t'es déjà battu pour ta vie, je suppose. Là, dans le sens, pour ta vie, la vie des autres aussi, tu sais. Ouais. Ben oui, ça arrivait quand même fréquemment qu'on se faisait ce qu'on appelle du harassment fire. C'est difficile, c'est dur à expliquer en Afghanistan parce que dépendamment où ce qu'on était, c'est rare qu'on avait des opérations de genre guerre comme tu vois dans les films. Tu sais que, il y a un ennemi là, on va l'attaquer. Oui. C'est notre ennemi, on le voyait pas. C'est tout n'importe qui est là-bas. C'est tellement complexe la situation en Afghanistan que, où il y avait des talibans, mais il y avait aussi des seigneurs de guerre, des warlords qui étaient là-bas, des seigneurs de tribus qui voulaient pas qu'on soit là présent nécessairement. Fait que c'était pas juste des talibans en tant que tels. Puis souvent, ce qui allait se passer, c'est on avait ce qu'ils appellent des harassment fire. Ils voulaient pas nous prendre face-to-face. Ils voulaient pas nous tirer un en face de l'autre parce qu'ils savaient qu'on avait une supériorité et qu'on allait gagner. Les Afghans tirent pas super bien. Okay. Ils n'ont pas la technologie que nous autres, on a. Ils n'ont pas... fait on les pétait. Là. Okay. Quand ils se mettaient à nous tirer dessus, quand je parlais de l'artillerie tantôt, que ce soit ça ou le support aérien, ils n'ont pas beaucoup de chance de gagner contre nous autres. Est-ce que quand tu es là-bas, tu peux avoir des contacts avec tes proches ou justement, tu n'as pas moyen de communication? Tu as des contacts avec tes proches. On a...
Ben encore là, ça va dépendre où ce qu'on est, mais il s'assure pas mal qu'on a contact. Là. Si on est sur la base, comme au camp Nathan Smith, il y avait des containers où on a des téléphones puis des ordinateurs. Parce que tu peux parler. Je me souviens pas les ordi comment ça fonctionnait, mais je sais que les appels, on avait des cartes comme 5 minutes par jour accumulées. Fait que tu sais, si tu partais une semaine, tu avais une demi-heure pour parler avec tes proches. Pardon. Mais non, vas-y. Prends ton temps. Fait que c'est ça. Tu avais la communication avec les ordinateurs puis tout ça. Les seuls moments, puis si on était sur des Forward Operation Base, on avait des téléphones satellites aussi. Fait qu'il s'assure que la communication passe avec tes proches. C'est sûr que c'est pas tous les jours que tu donnes des nouvelles. Tu es quand même assez occupé, mais quand tu as des temps de libre, c'est quand même super respecté ça, le fait que tu peux avoir du temps avec ton monde. Fait on pouvait appeler, on avait accès à Internet, accès au téléphone aussi. Les seuls moments où on n'avait plus accès puis que tout était barré, en fait, qui n'autorisait pas, c'est quand il y avait un décès ou un blessé grave. Ils barraient tout jusqu'à temps que la famille soit notifiée. Pour pas que... Ils l'apprennent d'une autre façon. Par message texte, je disais, hey, tu sais, un tel, il reviendra pas, puis que là, cette personne-là leak ça dans les médias, puis tout ça, puis que la famille, se fasse mettre au courant par CNN, tu sais, que son fils est mort. 100%. Fait qu'il mettait des cadenas sur tout, puis il empêchait la communication avec le reste du monde jusqu'à temps que c'est bien pensé, là. Je veux dire, c'est pour le respect de la famille, tu sais, surtout. Exact. Je veux dire, tu as été en contact avec la mort. Tu as été en contact avec des gens qui ont décédé autour de toi. À ce moment-là, je sais que tu disais que vu que c'était pas réel, tu n'étais pas capable de te projeter, mais le jour où c'est devenu réel, est-ce que tu as vécu tes émotions ou tu as tout gardé ça en dedans? Non, j'ai pas vécu mes émotions. En fait, là, ce qui est drôle, c'est que quand je suis revenu d'Afghanistan, là, moi, j'étais persuadé que j'allais pas avoir de problème après. Parce que tout s'est passé... tout s'est pas passé bien, là, je veux dire, c'était de la merde pendant longtemps, puis c'était très, très stressant, sauf que émotionnellement, j'étais en paix un peu avec ce que je faisais, puis j'étais vraiment probablement sur une sorte d'adrénaline quelconque, sur une sorte de superpower, là, tu dors à peine, t'es dans le vif du moment, fait que tu fais ce que tu as à faire, puis j'ai pas ressenti grand-chose là-bas. Si j'avais besoin de patcher des blessés, pour moi, c'était comme un casse-tête. C'était vraiment purement comme un bloc opératoire là, à m'occuper de ces blessés-là. Si c'était d'avoir à tirer, si c'était d'avoir à faire un cordon de sécurité, tout se faisait quand même genre, comme un automatisme un peu. Puis quand je suis revenu, je suis comme fine, j'ai pas été affecté émotionnellement par rien. Par rien. Oui, mais pas à un extent où c'était comme pas endurable. C'était genre, c'est sûr que ça fait de la peine. Quand tu fais des parades pour quelqu'un que tu connais qui est décédé, tu as de l'empathie, je veux dire, pour sa famille. C'est rough. Sur le moment, c'est difficile, puis on se parle entre les gars, mais on passe à autre chose assez rapidement. On est tellement occupés, puis show must go on, que non, t'as pas vraiment le temps de vivre tes émotions. Par contre, les boss, puis l'entourage est quand même super ouvert à ça. À toutes les fois qu'on avait un événement, on va appeler ça comme ça, là, un événement particulier, là, un décès, une blessure, qu'on s'est fait tirer dessus, quand j'ai eu un ID qui m'a frappé, tous ces éléments-là, on a eu des événements quand même traumatiques. On a toujours ça va-tu les boys? Y a-tu quelqu'un qui va en parler? On fait comme un peu un debrief là-dessus. Fait on essaie de voir, sauf que tout le monde, dans le moment, c'est genre... keep going. Là, on dealera avec ça à un autre moment donné. Fait que, il t'offre l'opportunité d'en parler, mais je pense pas que c'est vraiment nécessairement le moment. Je comprends. On garde pas mal tout pour nous. Puis c'est après que ça revient. As-tu, toi, déjà été blessé? Je suppose que oui. Oui. J'ai été frappé par on appelle ça un IED, là, un Improvised Explosive Device. C'est des bombes qui cachent partout. Oui, comme ce que les ingénieurs les font péter, dans le fond. Péter, exact. Ça arrive qu'on ne les trouve pas. Là. Ça arrive. Oui. Puis c'est la cause numéro 1 des mortalités là-bas, c'est qu'on se fait frapper par ces bombes-là. Puis j'ai eu ma dose de ça au mois d'août en 2009. On a roulé sur un IED. Puis moi, j'étais situé à l'arrière du camion, du lave.
il y a 2 trous dans le plafond. Puis on est debout dans le truck à faire la sécurité Ouais. arrière du véhicule parce que c'est quand même gros, c'est blindé. Puis fait que moi, j'étais en arrière avec mon sergent. Puis on a roulé sur un ID. Puis il y a quelqu'un, une personne qui l'a déclenché, qui nous regardait rouler. Puis quand on a passé sur la bombe, il l'a déclenché. Puis ça l'a. Il nous a manqué de peu. Je dis, ben, il nous a manqué. Il m'a pogné quand même solide, là. Ben, Mais il a voyons manqué donc. le dessous du véhicule. Puis la bombe a pété par en arrière. Puis ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a pris mon casque. Ouais. Puis le souffle l'a poussé par en avant. Puis ça a fait comme un équivalent qui appelle un whiplash, un gros coup. J'ai comme frappé ma tête sur le truck. Puis le souffle m'a comme étiré le cou vraiment beaucoup. Ouais. Puis ça a été vraiment long avant d'avoir un vrai diagnostic, là, parce que quand j'étais en Afghanistan, ils ont fait comme « Ah, t'as mal au cou. OK, c'était juste ça, C'est sur le coup. musculaire, là, retourne-toi bien. » En tout cas, c'est une grosse histoire là, que je sais pas si je veux embarquer Ben dedans non, t'as pas besoin. parce que des points de vue légaux et tout ça, mais Ouais. en tout cas, j'ai eu un mauvais diagnostic OK. par le doc là-bas, puis on m'a prescrit des relaxants musculaires et tout ça, mais ça a pris... Puis j'ai continué ma mission avec les douleurs et tout ça, mais ça avait vraiment affecté mes vertèbres. Puis aujourd'hui encore, j'ai des traitements pour mon cou puis mon dos pour des douleurs chroniques de cet événement-là. Mais crime, c'est pas rien, là. Je veux dire, une bombe qui explose derrière toi. Je sais pas c'est quoi le ressenti. Je sais pas comment ça se passe quand ça explose et tout ce que ça dégage, mais reste que c'est super dangereux puis c'est normal que comme ça t'aille affecté, là. Ouais, ben ça fait mal. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Quand ça s'est passé, là, je vais partager ça avec toi. Je trouve que c'est une histoire qui est quand même intéressante. Puis si le monde ils sont intéressés par ça, Ben, c'est sûr qu'on est intéressé. je vais le partager. C'était bizarre, hein? Puis quand je l'ai vécu, là, ben, check, je vais te conter comment ça s'est passé Ouais, le matin. vas-y. OK, on va prendre les 5 minutes. Hey, voyons, regarde pas ta montre, là. On n'est pas C'est- pressé, là. C'était drôle. C'est vraiment un gros concours de circonstances, mais comme j'ai tellement une étoile, moi, qui m'a protégé là, pendant toute ma vie, puis de maintes et maintes fois. Mais cette journée-là, on avait passé la nuit debout. OK. Puis on était short staff un peu. Là. Il manquait de monde, fait qu'on était 3, moi puis 2 de mes amis, dans la boîte du truck. Fait que, on avait notre chauffeur, notre chef d'équipage, tout ça, puis on était 3 gars en arrière pour tout. Pour patrouiller. On partait à la guerre, nous autres, on était 3, tu sais, mais il manquait de monde. OK. Fait que la nuit, on a eu 2 appels de... On a-tu 2 appels? Ouais, 2. Il y a eu 2 calls pour des bombes qui ont été trouvées. Les policiers ont appelé et dit « Ah, il y a une bombe à telle place, telle place. » Fait que nous autres, on était sur ce qu'on appelle le QRF, qui est le Quick Reaction Force, que on est comme la police, admettons. On est comme en stand-by, on est genre en congé, mais aussitôt qu'il y a un événement particulier qui part, tu sais, il y a un combat à telle place, il faut aller aider, il y a une bombe à telle place, on va aller aider. Fait qu'on est comme dispatché tout le temps. Fait que là, on se dit ah, on a 2 jours qu'on est sur le QRF, on a 48 heures à relaxer. C'est 48 heures où tu dors pas. Tu es tout le temps dispatché. Tu reviens, puis là, un autre événement, tu repars. Tu reviens, il y a un autre événement, tu repars. Fait que la nuit, c'était super relax. On avait des calls de AED. Fait que, tu sais, on est parti. Je pense que c'était dans le district 9. On est parti là-bas, puis on est allé faire le cordon de sécurité pour les ingénieurs. Un de mes amis monte dans le trou, le hatch qu'on appelle. Il monte là-dedans pour y aller. Moi, je suis dans le truck. Je dors sur mon gun. Ouais. On s'en va là-bas. On fait notre mission. Pour revenir, ben là, c'est mon autre ami qui rentre dans le trou. Puis là, moi, je me reste dans le truck. Puis tu sais, c'est comme une position assez... C'est demandant à être dans le hatch parce qu'il faut que tu sois alerte. Tu peux pas juste dormir là, il faut que tu sois alerte, puis tu es quand même exposé au danger, plus que ceux qui sont dans la boîte. Fait qu'on essaie de switcher, on essaie de se mettre égal. Tout le monde fait un tour dans la boîte, fait que tout le monde s'expose un petit peu. 100%. Puis je me souviens que ce matin-là, on a un VIP à aller porter à une autre base, puis c'est pas loin, c'est super proche, puis... Là, je me souviens, quand je suis arrivé au truck, mes 2 amis s'ostinaient, genre, ils étaient là, ah, tu sais, c'est toi qui es allé. Non, c'est fuck you, man, c'est moi qui est allé hier. Puis là, les deux s'ostinaient. Puis là, j'ai juste trouvé ça drôle. Puis j'ai fait comme, hey, tu sais, les boys, si vous êtes allés hier, c'est à mon tour d'y aller. C'est à moi qui est allé dans le trou. Puis ils ont comme arrêté de s'ostiner, puis ils sont rentrés en dedans. Puis quand on est parti du camp, on se met à rouler, tu sais. Puis quand les véhicules roulent, je suis sur le côté où l'exhaust du truck, puis tu sais, je l'entends vraiment fort. Tu entends le gros qui décolle. Puis là, je suis comme, me semble, je l'entends fort en salle, le truck aujourd'hui. J'ai-tu mal à la tête? Je suis hyper sensible des oreilles ou j'ai-tu mal dans les oreilles? Ben oui. Puis là, je réalise que j'ai pas des earplugs. Mes earplugs, on les met
tout le temps, quand tu sors. Pour protéger vos oreilles. Protéger tes oreilles des explosions, protéger tes oreilles de quand tu tires. Fait que tout le temps, les earplugs dans mes oreilles. Puis là, je suis comme, ah, fuck, tu sais, je les ai pas mis, tu sais. Puis là, je me dis, on s'en va, on est là dans 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? On prend une route qu'on connaît, tu sais, c'est genre, ah, whatever, tu sais, fuck it. Puis il y a quelque chose qui me dit, bon Dieu, man, il est venu me dire, mets tes earplugs, tu sais, ça va te prendre 2 secondes. Fait que tu sais, il y a comme une petite voix qui me dit, ça va te prendre 2 secondes, puis tu vas peut-être te sauver les oreilles, tu sais. Parce que elle était pas juste dans ma première poche, tu sais, il fallait que j'enlève une grosse partie de ma veste, puis fait que tu sais, c'est encombrant aller chercher les earplugs, mais je suis comme, ah, whatever. Fait que là, je suis dans le truck, puis je mets mes earplugs, tu sais, puis 5 minutes après, on est sur la route, Red Dog, puis 5 minutes après, ça fait juste... Puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, plus d'image, il y a fuck all. Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir vu comme l'image de ce que je regardais. On était dans le coin de Panjawi, puis je voyais du gazon. Il y avait du gazon puis des arbres. C'est rare qu'on voit ça en Afghanistan, tu sais. Fait que c'était comme une place où il y avait une rivière qui passait, puis c'est verdâtre. Puis je me souviens d'avoir dit comme, oh, c'est beau, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de forêt, tu sais. Ouais. Puis j'ai juste vu cette forêt-là comme faire un gros... Comme un synthétiseur qui est pas... Ouais. Oui, je sais de quoi se tu briser, là. parles. Oui. Puis après ça, c'était noir. OK, parce que tu voyais plus rien, là. Ben, moi, j'étais probablement inconscient pendant un temps. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens juste d'avoir fait comme... De me regarder, tu sais, dans la noirceur, puis dans une quiétude, dans un gros calme, là. Puis là, j'ai fait comme, what the fuck, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, ça a allumé. J'ai fait, oh shit, t'es mort. Puis j'ai fait, c'est parfait. J'ai dit, c'est parfait comme ça. J'ai dit, t'es mort comme tu voulais. Ça l'a pété, puis j'ai comme réalisé, tu sais, vu que le son avait bougé, l'explosion, puis tout ça, comme dans la fraction de seconde, je me suis dit, c'est drette comme tu voulais. Genre, t'as pas souffert parce que, oh tu sais, my God. ça s'est fait super vite, puis parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, je n'ai traité des gars qui se sont fait péter sur des IED, puis ça crie, puis c'est tellement souffrant, puis c'est des blessures à vie. Fait que quand ça a comme fini, j'étais genre, wow, tu sais, mon calvaire, il s'est fini. Toi, tu pensais que t'étais mort. J'étais pensé que j'étais mort, puis j'étais super en paix avec ça, tu sais. Puis quand j'étais en train de me dire, genre, hey, c'est pas que c'est cool, mais genre, la pression diminue, tu sais, t'es toujours en train d'essayer de survivre, toujours en train d'essayer de checker partout pour survivre, puis le pack, mais c'est fini, puis là, t'es comme quasiment un soulagement, tu sais. Mais ça n'a pas duré longtemps, là, tu sais, ça a commencé à faire puis là, les oreilles, puis c'est vraiment fucké. C'est comme si tu prenais une radio puis que tu la syntonises pas bien. Puis là, je me faisais juste shaker. C'était mon ami qui me tirait la veste. Puis il était comme, you OK. Puis je me souviens que je voyais rien parce que la poussière avait comme collé mes yeux, tu sais. Dans le blast, ça avait collé mes yeux. Puis c'était une scène quand même chaotique, tu sais. Puis juste donner un état d'esprit. Tu sais, la première affaire que j'ai dit à mon ami qui me serrait de même, tu sais, pour donner l'état d'esprit qu'on avait, tu sais, il m'a dit quelque chose, puis j'ai sorti une joke de merde. Tu sais, j'ai genre dit comme, ah, je sais pas trop quoi, your mom. Puis là, il est comme, ah, fuck you, tu sais. Ben, voyons donc. L'atmosphère, mais tu sais, c'est comme un. C'est tellement stressant, c'est tellement on passe par l'humour, tu sais, puis on se met à rire, tu sais, puis c'est comme pour apaiser l'anxiété, mais là, on est comme... on était pas breakdown, le cul de notre truck était sauté, mais les autres véhicules n'ont pas suivi. Fait qu'il a fallu qu'on sorte du véhicule, mais moi, je voyais absolument rien. T'sais. Fait que, ce que je me souviens, une partie de cette journée-là, c'est d'avoir pris la veste de mon ami, puis ça sentait le gaz, ça sentait nos tanks avaient pété. Puis je me souviens juste d'avoir mis mon arme sur son épaule, puis j'ai dit, si ça allait à tirer, genre, je vais tirer dans la même direction que toi parce que j'ai aucune idée de ce que je vois en ce moment. Fait que ça a été c'était mon expérience qui m'a blessé le cou. On n'a pas eu d'autres trucs cette journée-là. On a réussi à arrêter la personne qui nous a qui m'a attaqué, en fait, là, qui a essayé de nous faire sauter. Puis quand on regarde les dommages du véhicule, c'est là qu'on voit la chance que j'ai eue. Ben, en fait, il y a les dommages du véhicule. Puis définitivement. Puis le fait que 2 jours après, sur la même route, quelques centaines de mètres avant, il y a un véhicule américain pareil comme nous qui est passé, mais lui, il s'est fait vraiment frapper en dessous. Puis les 2 personnes qui étaient dans les trous, justement, vu que ça l'a frappé le dessous du véhicule, ils sont partis vers la Lune, tu sais. Puis c'est un peu le principe de ce qui m'aurait arrivé si la bombe avait vraiment frappé le dessous du truck, puis les 2 sont décédés, tu sais. Ils ont volé, puis avec l'impact, quand ils sont venus, là... Fait que, tu sais, quand on regarde notre situation, on s'en est super bien tiré, là, avec des mal de cou, puis, tu sais, mes vertèbres, tout ça, je suis quand même beaucoup de gratitude pour
avoir survécu à cette expérience-là, puis de pouvoir avoir ma mobilité encore aujourd'hui. Là. Hey, c'est fou. Pour vrai, comme tu dis, il y avait comme une étoile qui te protégeait. Tu sais. Ouais, ça arrivait souvent. Wow, ben oui, Ça en était c'est une ça. journée, là, ouais, ça en était une journée, mais ouais, les chances, tu sais, je me suis fait dire par mon adjudant maître quand je suis revenu, tu sais, il m'a ramassé les épaules, puis il a dit, va te chercher un billet de l'auto, là, tu sais, il dit, moi, j'étais sûr que c'était fini, là, quand ça a pété, il n'y avait pas de chance que tu Wow. ressortes de là. Là. Puis tes 2 autres amis qui étaient avec toi, Il était correct. La seule personne qui a eu, c'était toi. qui a vécu le blast en partie, c'est mon sergent, mais il était dans l'autre trou à côté, sauf qu'il y a eu moins eu du blast. Lui, ce qui est arrivé, c'est que ses lunettes ont comme décollé. Là. Moi, il y avait encore le frame de ses lunettes, mais les verres ont décollé. Mais il n'a pas été blessé. Il a été protégé par l'angle du véhicule. Puis dans les dernières nouvelles, il n'y avait pas de blessure particulière avec cet événement-là. C'est fou. Puis t'as-tu dû arrêter de te battre pendant un moment, vu que tu voyais rien à un moment donné? Ou c'est revenu mais assez c'est revenu rapidement. Là. C'était vraiment collé par la chaleur puis les débris parce que la poussière m'a rentré dans les yeux à comme 1000 km/h. Là. Mais quand on est arrivé à notre objectif, on a fini notre job. Puis quand on est arrivé à notre objectif, il y a un TechMed qui est venu, une technicienne médicale, je me souviens pas de son nom, elle était sur cette base-là, puis ils m'ont beurré les yeux d'un liquide quelconque pour me nettoyer les yeux. Ils m'ont fait un examen vite, mais ils ont fait comme il faut que tu ailles voir le médical quand tu reviens sur le camp. Puis sur l'adrénaline, puis tout ça, j'étais comme c'est raide un peu, mais ça va bien. Puis je veux dire, on a comme passé à d'autres choses tout de suite. Là, wow. C'est fou, pareil. Ouais. Puis encore à ce moment-là, tu disais, je t'en paie avec ça, tu sais, dans le sens que tu dis que c'est... Puis c'est là que je vais en venir, c'est que tu as dit tantôt, c'est après que ça l'a pété dans ta tête, je suppose, ou dans ta... C'est insidieux. Mais oui, c'est pour moi, puis la majorité des gars que je connais, puis je vais continuer de parler pour moi parce que... Ben oui, 100%, c'est ton expérience. Mais oui, c'est venu me chercher par la suite, mais je dirais que ça a pris comme 2 ans avant que je réalise que j'avais un problème. Il y a beaucoup de monde qui savait que j'avais un problème, mais j'étais dans l'hyperactivation. Je suis revenu chez nous, puis j'ai fait tellement d'affaires. Là. J'ai agrandi ma maison de 5 fois. Je l'ai mis sur une fondation, j'ai agrandi la maison de 5 fois. J'étais tout le temps occupé. J'étais hyper activé tout le temps pour m'occuper. Probablement que je me cachais émotionnellement là-dedans. Mm-hmm. Je buvais beaucoup. Puis, je suis comme le dernier à avoir réalisé que j'étais malade, là, que j'allais pas bien. Puis, ça l'a fini avec un gros crise de pétage de coche où ce qu'on m'a dit comme la mère de mes enfants, comme là, t'as besoin d'aide. Là. Puis, j'étais allé voir mes docs, puis mon aventure, mon rétablissement a commencé par un internement à l'hôpital. Ouais. Puis la grosse médication. Fait que ça a comme commencé comme ça quand je suis revenu. Là. Mais ouais. Quand tu es revenu de ta mission qui a duré 9 mois en tout, est-ce que ça a été ta dernière mission à vie? Oui. OK. Puis ça, c'était en 2011? Fin 2009, non. Fin 2009. Ouais. Donc, tu es revenu, ça a pris un bon 2 ans avant que toi, tu comprennes que tu as... il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais à ce moment-là, tu étais avec la mère de tes enfants, donc vous étiez ensemble. Est-ce que, quand que tu es allé consulter, tu n'es pas allé consulter, c'est comme tu as été obligé d'aller consulter. C'est comme... Ça, c'est une autre histoire. J'étais obligé. C'est sûr que moi, j'étais dans le déni. Là, se mettre dans le contexte que j'étais un soldat d'infanterie, genre... borderline macho. Il n'y a pas rien qui va m'affecter. L'entraînement que j'ai eu, c'est... Puis j'ai été élevé aussi d'une façon que mes émotions, ça se monte pas. J'ai appris par le futur après comment gérer mes émotions, comment les vivre. Puis, mais quand je suis revenu, j'étais quelqu'un qui était... Je vivais beaucoup d'incompréhension parce que je comprenais pas ce qui se passait avec moi. Pour moi, il n'y avait rien qui m'avait affecté tant que ça. Fait que pourquoi j'ai des crises de colère? Pourquoi est-ce que je bois comme ça? Pourquoi est-ce que je suis fâché de même? Puis on se parle pas entre gars. Je veux dire, on sait que tout le monde est affecté d'une certaine façon, mais tout le monde va travailler pareil. On se le dit pas. C'est par les années d'après qu'on commence à voir du monde décroché puis du monde qui vont vraiment pas bien, puis là tu réalises que ta gang avec qui t'étais, il y a comme fucking pas un chat qui va bien non plus. Puis moi, dans le fond, mon début là-dedans, on se pousse toujours jusqu'au bout. C'est quelque chose qui est super commun chez les vétérans. On attend jusqu'à la dernière minute parce qu'on n'est pas du monde qui va demander de l'aide. Surtout pas, genre, à l'hôpital de Valcartier, il y avait le premier étage qui était où tu as des bobos. Si te manque une jambe, tu vas là. T'as une grippe, tu vas là, peu importe. Puis il y avait le deuxième étage qui était l'aile psychiatrique de la place. Puis
Puis le monde appelait ça l'escalier de la honte, tu sais. Ah, Tu montais pas là. Puis, tu sais, on était dans ah, des années où c'était encore super... tabou. c'est tabou, hein, c'était tabou. Tu sais, oui, il était ouvert. Il y a du monde qui était ouvert. Le ministère de la Défense était ouvert à ça, mais entre gars, il y avait encore beaucoup, beaucoup de préjugés. Fait que si t'allais là, t'allais genre en cachette, puis euh, t'en parlais le moins possible. Là. Tu sais, tu continuais de faire ta Wow. job, puis t'allais juste comme, ah, ils vont me donner des pilules, puis ça va bien aller. Tu sais. Mais moi, quand j'ai été hospitalisé pour la première fois, parce que j'étais hospitalisé à beaucoup de reprises, puis tu sais, Ok, encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis, faudrait que je rentre. Là. ok. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais c'est quoi une hospitalisation, mais je veux dire, est-ce que tu y allais de ton plein gré? les fois, non, je pense pas. Les fois où je suis allé de mon plein gré, oui, d'une certaine façon, mais je m'attendais pas à ce que ça soit d'une ampleur aussi grosse. Parce que, tu sais, la première fois où je suis allé voir mon médecin, c'était un vendredi soir. Puis, dans l'armée, t'es malade du lundi au vendredi entre 8 et 4. Tu Ah, OK. Nice. tombes pas malade en dehors de ça pour aller Wow. à ton médecin d'unité. Puis, le médecin me traitait déjà depuis 2 ans pour justement mes problèmes de cou puis de dos. J'étais en réhabilitation pour essayer de me remettre en forme parce que ça m'a causé une certaine sorte de paralysie, mon cou puis mon dos éventuellement. Mhm. Mais puis fait que pour le point de vue physique, j'étais déjà suivi en réhabilitation pour ça. Mais là, je me suis présenté le vendredi soir, puis je suis comme allé voir la secrétaire, puis j'ai fait comme j'ai besoin de voir mon dog live. Puis là, elle est comme, ben non, tu reviendras lundi, puis ci, puis ça. Puis là, Ben, j'ai comme essayé d'arracher la baie vitrée, puis j'étais vraiment comme en crise de en colère. crise, ben ouais, de colère, de peine, de désarroi, là, je me comprenais plus, je savais pas qu'est-ce qui se passait, puis je voulais juste tuer, là, tu sais. Mhm. Et je me suis mis comme à être super agressif, puis mon médecin a passé dans le corridor, puis m'a vu, puis il est comme, what the fuck, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je suis comme, dude, ça va pas, là. Il y a quelque chose qui est en train de tilter dans ma tête, je vais tuer quelqu'un à un moment donné, ça va vraiment pas bien, puis il est comme, OK, mais il dit, regarde, moi, je peux pas te voir là, fait qu'il m'a donné un papier, puis il m'a dit, va à l'hôpital Saint-Sacrement, ils vont te checker, puis comme, ils vont t'aider, là, mais dis-moi, je m'en vais chez nous, tu sais. C'est fou. Il dit, tu sais, je suis pas outillé en ce moment pour te porter assistance. Fait que tu peux-tu te rendre à l'hôpital? Je suis comme, ouais, je vais y aller. Puis je me suis dit, ils vont me checker, ils vont m'évaluer, puis ça va. C'est un rendez-vous de routine un peu. Tu sais. Fait que Ouais. je me présente à l'hôpital, puis je donne mon papier à la réceptionniste. Ouais. Tu sais. Puis là, tu sais, elle lit mon papier, elle fait ma carte d'hôpital, puis tout ça. Puis là, je me dis, bon, je vais l'attendre dans la salle d'attente pendant comme 12 75 heures. Ouais, heures. non, Là. c'est ça, ouais. Puis je m'en vais dans la salle d'attente, puis j'ai à peine pour m'asseoir, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, puis c'est une petite madame, tu sais, une infirmière, où je me sais pas c'est quoi son titre en particulier. C'est vraiment, tu sais, nébuleux dans ma tête, Mhm. mais il y a comme un corridor qui bifurque vers la gauche, puis ça me dit, viens, tu sais, Monsieur Picard, tu sais, elle m'appelle, puis là, je m'en vais la voir, mais plus que j'avance, plus que ça tourne, puis que je vois que 2 gars en arrière, tu sais, des grands messieurs, là, puis genre, qu'est-ce qu'ils font Wow. là, tu sais, puis j'ai vite compris qu'ils étaient là pour la backer parce que probablement que sur le papier, j'étais écrit comme Mais quelqu'un qui était assez hostile, Oui, tu c'est sais. ça, ouais. Fait que quand je suis rentré dans la salle, j'étais pas hostile envers eux autres nécessairement, mais Non. tu sais, quand je suis allé initialement à l'hôpital, j'étais désemparé, puis fait que là, c'est là que mon aventure en psychiatrie a commencé, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai comme réalisé l'ampleur parce que quand je suis arrivé pour m'asseoir, tu sais, le bain était comme un peu plus loin que la table. Puis là, elle remplissait mes papiers, elle me demandait un peu ce qui s'était passé, puis il y avait les 2 gardes en arrière. Puis là, quand j'ai voulu avancer ma chaise pour voir le papier, tu sais, j'ai remarqué que la chaise, elle avançait pas, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai regardé par terre, puis tu sais, la chaise est beauté, là, tu sais. OK. J'étais en psychiatrie, là, tu sais, Ouais, je veux ouais. dire. Puis là, il me donnait un crayon gros comme ça, tu sais, pour Ah, que, pour pour pas que j'écrive que... mes affaires. Mais Mm. tu sais, je comprends pas tout ça tout de suite. Puis ils prennent mes lacets. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Wow. Puis là, je viens de réaliser que je suis détenu, là, tu sais, je suis en demande de soins en aile psychiatrique, puis je suis pas arrêté, mais comme il y a un besoin psychiatrique nécessaire Mhm. pour la sécurité des autres, puis ma sécurité. Ben Fait que oui. j'ai rentré en l'aile psychiatrique là, pendant plusieurs jours, qui m'ont diagnostiqué pour la première fois. Le psychiatre a fait comme, clairement, c'est un post-traumatic stress disorder. Puis mon aventure a comme commencé là, sauf que ça s'est dégradé beaucoup par les années qui ont suivi après, avant de remonter, là. OK, parce que là, au moment où la première fois que tu t'es fait hospitaliser, ça l'a continué d'aller mal. Absolument. C'était dans les débuts de comme des gros symptômes que j'allais avoir. Parce que là, je vivais les conséquences un peu. Tu sais, je me suis séparé de la mère de mes enfants. Ben, elle est partie, je veux dire, puis de compréhension. Là, on s'entend super bien aujourd'hui, puis elle a été vraiment merveilleuse pour moi, mais elle est Wow. partie de par raison. Puis Mhm.
pour le mieux aujourd'hui. Je veux dire, on vit une vie super épanouie, là, mais dans le moment, c'était très difficile. J'étais très difficile pour tout le monde autour de moi. J'ai été vraiment un fardeau pendant des années. Puis c'est dur de se faire aider quand tu réalises pas nécessairement que tu as un problème. Tu sais, moi, je vivais dans mon monde, j'étais dans le monde de la consommation. Je buvais, je consommais, puis euh, ça a été l'enfer pendant des années, là. Je veux dire, moi, une fois que je m'étais séparé puis que les traitements ont comme commencé, on a commencé à les gratter dans les bobos. On est allé gratter dans mes traumas, puis ça l'a comme explosé, c'est exponentiel. Je veux dire, les cauchemars ont commencé vraiment fort, les sueurs, les terreurs nocturnes, les flashbacks ont commencé. Les crises d'agressivité, l'hypervigilance a commencé, tu sais, la grosse toxicomanie, là, de vouloir me geler puis plus penser à toutes ces problématiques-là. Puis c'était difficile parce que moi, je me disais, il n'y a rien qui m'a affecté. Tu sais, je le ressens pas Que tu pensais, ouais. que je pensais, mais j'étais vraiment affecté, puis je le suis encore fortement aujourd'hui. Tu sais, on est ici aujourd'hui, on se parle, puis c'est comme moi sortir de chez nous puis de venir te jaser, c'est quand même un exploit d'une certaine façon, tu sais, parce que je suis encore très, très, très fragile à vivre une vie qui est normale. Fait que, tu sais, ma vie, moi, aujourd'hui, là, c'est de me concentrer à 100% sur genre pouvoir faire des petites activités comme ça. Là, comme, tout me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour comme quelque chose de vraiment petit. Il faut vraiment que je diminue mes expectations, puis c'est correct, tu sais, je l'accepte. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été vraiment l'enfer pendant des années. Tu sais, je me suis ramassé à vivre dans mon garage avec les fenêtres placardées, fermées, teintées, tellement d'anxiété que quelqu'un allait venir m'attaquer. Et puis, c'était l'enfer. Fait que j'ai vécu dans un garage, à dormir sur un sofa, caché en dessous des escaliers pendant vraiment longtemps, là. Ouais. C'est fou parce que c'est là que tu te rends compte à quel point ça a eu un impact, tu sais, sur ta vie, tu sais. Que genre, je trouve ça tellement... En tout cas, je trouve ça vraiment touchant ce que tu dis. J'ai des frissons depuis tantôt que tu parles parce que, tu sais, tu dis qu'aujourd'hui, t'es ici puis c'est un gros progrès, dans le sens, pas un gros progrès, mais c'est une grosse étape pour toi de venir ici. Puis je t'en remercie tellement de venir comme me jaser de ça. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Puis je te dis bravo, tu sais, pour ça, parce que c'est vraiment beau que tu le reconnaisses. Il y a juste quelque chose que je... Ben, pas que je comprends pas, mais ta première hospitalisation, là, quand ils t'ont justement diagnostiqué avec un choc post-traumatique, as-tu été traité pour ça, niveau médicaments, ou pas vraiment? Pour que ça s'empire, tu sais, je suis... Ouais, c'est délicat comme sujet. Puis, tu sais, pour revenir là-dessus, tu sais, une des raisons pourquoi je suis ici puis que je vais en jaser puis que je vais en parler, c'est parce que, tu sais, moi, mon but de venir ici puis ma grosse motivation, c'est que si quelqu'un qui nous regarde puis qui nous parle vit un trauma ou une problématique émotionnelle quelconque, qu'il y a du support, il y a il y a des solutions à ces problèmes-là, malgré que ça peut durer des années. Tu sais, comme moi, ça a été un bon 6 ans comme magané. Mais là, ça fait 14 ans que je suis revenu de mission, puis je suis encore très, très, très affecté. Mais ça n'empêche pas le fait que je peux vivre des belles expériences. On est allé grimper l'autre fois. J'ai comme rebâti ma vie autour de d'autres trucs qui me maintiennent. Mais c'est encore un combat tous les jours, mais ça se fait. C'est possible de vivre quand même heureux malgré la maladie mentale. Puis c'est ce que je veux venir projeter ici aujourd'hui. C'est mon first goal. Puis j'ai été traité. C'est touché parce que autant que les services sont présents, que autant qu'ils sont des fois difficiles d'accès, puis autant que tu sais pas ce que tu as de besoin nécessairement. Puis eux autres sont comme, les services sont là, viens les chercher, ils sont présents. Mais puis ils essaient d'être proactifs un peu, sauf que, comme je dis, il n'y a personne qui va s'ouvrir comme on est macho, on est refermé, on se sent juger. Fait qu'on va pas chercher l'aide qu'on a de besoin. Fait que souvent, quand on va chercher l'aide, là, c'est parce qu'on est au fucking fond du baril. C'est triste. Oui, c'est Ça triste. devrait pas être comme ça. On se rend là comme ça. Puis en toxicomanie, c'est la même chose. On se rend tout le temps dans le fond du baril. Puis c'est hyper dur de se ressortir après parce que quand on se rend à demander de l'aide, là, c'est comme si je veux que tout soit réglé tout de suite parce que ça fait tellement longtemps que je souffre que je veux que ça soit réglé là. Puis il y a des bons médecins, puis il y a des moins bons médecins. Puis derrière tout ça, il y a une énorme machine bureaucratique qui est excessivement compliquée à comprendre. Puis quand t'es post-trop comme moi, puis des troubles d'attention, puis des troubles d'anxiété généralisée, d'avoir à appeler au gouvernement
pour demander quelque chose, puis que tu te fais envoyer sur 17 lignes différentes, là, ce que tu finis par faire, c'est genre raccrocher, puis tu vas boire à place parce que t'es pas capable d'avoir ton aide, t'es pas capable d'avoir un suivi nécessaire, puis des fois, le suivi est tellement dur que, tu sais, je me suis fait reprocher, moi, souvent, de genre, ah, tu viens pas à tes rendez-vous, t'es quand je suis couché, genre, tu sais, je viens pas à mes rendez-vous, ouais, j'ai de la misère à sortir de chez nous, tu sais, je suis tellement comme anxieux puis caché, genre, que j'ai fallu que je bois pendant une semaine, puis, fait que, tu sais, c'est difficile et je sais qu'il faut s'aider, il faut pas se victimiser là-dedans, il faut vraiment se donner un coup de pied au cul, sauf que Ouais, mais là... les services sont là puis ils sont pas là, tu sais. Puis, je veux dire, c'est difficile à voir. Ils sont présents, mais regarde, ça fait 14 ans que je suis revenu d'Afghanistan. Je viens de finir un de mes derniers combats en cours contre anciens combattants pour l'octroi d'un service qui me refusait depuis des années, tu sais. Puis à toutes les fois que j'ai fait une demande à anciens combattants, ils refusent. Jusqu'à temps qu'on est en cours, puis qu'on se batte, puis qu'il faut démontrer ci, puis qu'il faut démontrer ça. Puis je le comprends d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup de monde qui abuse du système. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est tellement anxiogène, c'est tellement problématique là, de vivre ça. Puis je suis encore là, tu sais, ce matin, je parlais encore avec un agent du gouvernement d'anciens combattants pour me dire, il est où mon remboursement de telle affaire? Ça fait 6 mois que j'attends, tu sais. C'est fou, hein? Le mois passé, tu m'avais dit, je m'en occupe dans les 24 heures, ça va être fait. Puis c'est toujours de courir après. Fait que je veux dire, on est traité. Okay? Moi, ce qu'ils m'ont donné, c'est de la médication quand même forte. Puis sans aller dans le jugement d'aucun médecin en tant que tel, de par moi puis mes amis qui ont été traités pour le post-trauma, là, on trouve que beaucoup de... ce qu'ils essaient de faire beaucoup, c'est une réduction de méfaits. Pas tant que le vétéran est mieux, mais qu'il y ait moins d'impact sur le reste de la société, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, la majorité des gens que je connais, tu sais, comme là, ils ont fourni le pot médical, tu sais, aux vétérans. Aussitôt que tu as un problème de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ils te donnent du pot. Fait que j'ai plein de mes amis qui sont genre chez eux, heureux. Genre depuis une dizaine d'années qu'ils sortent jamais de chez eux puis ils font juste fumer toute la journée. Fait que, tu sais, ils font plus de tort à personne parce qu'on est quand même problématique des fois, tu sais, je veux dire, avec notre taux d'agressivité puis tout ça, quand on est vraiment malade, ben, on cause du tort aux gens autour de nous autres. Puis, ce que j'ai vu beaucoup, c'est ça. Dans les derniers temps, les sortes de traitements qui sont offerts, c'est comme, on va te geler un peu, on va diminuer tes symptômes, puis on va juste s'assurer que tu sois pas trop une nuisance, là, d'une certaine façon. On t'aide pas toi personnellement, tu sais. Ben, tu sais, il y a des gens, comme je dis, là, qui ont des cœurs énormes dans le système de la santé avec qui on est, puis qui veulent vraiment qu'on s'en sorte. Mais je veux dire, la maladie n'est pas tant connue. Les symptômes varient d'une personne à l'autre. C'est excessivement compliqué. Puis, je sais pas, moi, c'est quoi la bonne puis la mauvaise façon de gérer un post-trauma, tu sais, avec la quantité de monde qu'il y a. Fait que, je veux dire, on se sent comme un peu délaissé d'une certaine façon d'avoir à se battre pour ces traitements-là. Quand on les a, c'est pas nécessairement que ça va fonctionner. Puis, à un moment donné, je veux dire, je vis avec une maladie que j'ai un choix à faire d'être gelé tout le temps puis de pas sentir la douleur ou de sentir une grosse partie de ma souffrance, mais d'être capable de passer au travers puis de vivre d'autres expériences. T'sais. Fait que c'est vraiment comme un choix à faire à tous les jours. Très difficile et très restreint aussi. Là, exact. Puis, en ce moment, es-tu encore médicamenté ou... Oui, puis moi, c'est clair que ça va être pour la vie. Puis j'ai essayé tellement de traitements différents. Puis tout a aidé un peu, tu sais. Tout m'a amené à être où ce que je suis aujourd'hui, que ce soit les thérapies pour la toxicomanie, thérapie pour l'alcool. Tu sais, je suis un membre actif des Alcooliques Anonymes. C'est une des fraternités qui m'aide beaucoup à passer, outre la dépendance, mais outre mes problèmes psychologiques aussi, parce que ça m'aide beaucoup dans l'acceptation, puis je rencontre du monde qui sont vraiment merveilleux, puis qui me soutiennent, tu sais. Mais, ouais, c'est... moi, c'est sûr et certain que ça va être médicamenté toute ma vie. T'sais, on avait certains médicaments, puis on fait des essais-erreurs. Je veux dire, c'est quand ça fait des années que je fais prendre des médicaments, je me sens pas bien. Le monde qui est comme, bon, on va canceller ceux-là. Puis justement, juste après qu'on ait été faire d'escalade ensemble, j'ai eu un épisode où je suis tombé dans une dépression complète parce qu'on a diminué ma médication. Pour en commencer une autre, mais il y a comme un moment entre les deux où ce qu'il n'avait pas. Je comprends, je comprends tellement pour ça. Ben, dans le sens, je prends de la médication aussi, fait que je sais que c'est un peu... Le travers entre les deux, j'étais comme, hey, je vois bien, puis psychologiquement, j'ai tous les outils nécessaires pour comme passer au travers, puis ça va être chill, ça va être correct parce que je sais comment me gérer émotionnellement, je sais comment... Non, tu sais, mon cerveau m'a envoyé des messages qui étaient très, très, très mauvais. Les pensées suicidaires qui reviennent, les pensées noires qui sont présentes. Puis, moi, dans ma tête, il y a comme 2 mois, okay, avec la maladie, il y a genre une partie qui est comme logique,
qui est comme j'aime ma vie, j'aime mon monde, j'aime mes filles, tu sais, jamais je vais rien faire qui va les mettre ou leur faire du tort, tu sais, m'enlever la vie puis tout ça. Puis il y a un autre côté qui est comme c'est tellement difficile, c'est tellement dur, tu sais, fais juste meurs, ça vaut pas la peine d'être vécu puis tout ça. Puis je suis rendu à un certain point où je suis capable un petit peu de genre dire à cette partie-là comme fuck you, je sais que t'es une entité qui me nuit. Ouais, mais tu sais, elle est présente, mais comme c'est pas la vérité, tu sais, c'est juste la maladie qui parle en ce moment, tu sais. Sauf que si j'écoute ça des années, mais je consommais pour l'enlever cette partie-là, tu sais. Mais c'est ça, ça a été un crash vraiment, vraiment solide. Puis là, comme on a genre vraiment réalisé que genre, ouais, t'as un dérèglement au niveau du cerveau, puis c'est pas juste émotionnel, tu sais, c'est pas juste la psychothérapie qui va me régler, là. Non, c'est les hormones dans ton cerveau, tu sais. C'est un mélange de tout, tu sais. La psychothérapie est super importante pour moi, le mouvement des alcooliques anonymes, puis ma thérapie en toxico est super importante, mais la médication joue un rôle vraiment important dans mon balancement hormonal, si on veut, mais c'est tellement nécessaire. Puis, crime, si t'en as de besoin, puis c'est bien correct comme ça. Il y a plein de monde qui prennent de la médication parce que leur corps en a de besoin. Toi, c'est ta tête qui en a de besoin, puis c'est bien parfait comme ça. T'es maintenant sobre? Ouais. Depuis combien de temps? On est 5 ans de tout. Wow! Hey, bravo! Merci. C'est vraiment cool. T'es-tu fier de toi? Tu sais, pareil, là, tu sais, après... Ben, tu sais, je suis fier de moi. C'est drôle à dire. Je suis abstinent de tout depuis 5 ans. Tu sais, en frais de drogue, j'ai pas touché à rien depuis 7 ans. J'ai arrêté de fumer même dans les dernières années, là, comme 3-4 ans. Wow. Je veux dire que je suis fier de moi. Ben, d'un autre côté, en toute humilité, j'ai l'impression que j'ai été vraiment gracié. Parce que c'est pas 100% de mon ressort, le fait que j'ai pu... pas que je me suis sorti, mais que je me sors de cette toxicomanie-là à tous les jours. C'est un travail qui est quand même quotidien. Puis il y a des efforts à faire, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose de vraiment plus gros que moi qui m'a aidé à sortir de ça. Parce que c'était une obsession complète. Tu sais, je veux dire, j'étais toxicomane, alcoolique, à vivre dans mon garage. Comme borderline, là, dans pas longtemps, je vendais la maison, je payais tout, puis je me ramassais avec plus rien. Tu sais. Je me suis rendu jusque-là dans ma toxicomanie, puis j'ai causé du tort partout autour de moi. Tu sais, comme dans les films, là, je veux dire, il me restait pas long avant de devenir quelqu'un comme on voit dans les rues à Montréal, grosse problématique. Puis j'ai été super bien entouré, mais c'est pas ça qui a fait le changement. Je veux dire, tu sais, j'étais entouré tout le temps, puis je continuais de consommer, puis il a fallu que j'ai fessé le fond du baril comme plusieurs reprises pour m'en remettre ou bien pour faire les gros efforts pour m'en sortir, mais comme je dis mon étoile qui s'occupe de moi, là, qui est là vraiment quotidiennement, parce que avec certains événements que je peux vivre ou juste justement avec le post-trauma, c'est tellement facile de se dire je pourrais juste geler ça pendant une journée. Puis tu sais, des fois, ça m'arrive de faire comme je veux tellement un break, là. Je veux tellement un break comme émotionnel puis psychologique que la bouteille, c'est comme elle est tellement facile. Là, sauf que je me souviens de toutes les conséquences puis tout ça que ça va amener. Puis la dernière fois que j'ai consommé, tu sais, j'avais envie de me suicider. Fait que je me dis si je retourne boire, ça va chier, là. Ouais. Je m'accroche à ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Là. Tu dis depuis tantôt que tu as fait du tort à beaucoup de gens. Je pense que tu le reconnais et tout. Puis c'était une partie de toi qui n'était pas toi, justement. Tu as vécu des traumas et tout. Mais en tout cas, moi, je dois te dire que je trouve que tu m'inspires beaucoup. Tu es vraiment une inspiration pour moi. Fait que donne-toi ce mérite-là de pouvoir être une inspiration pour des gens. Là, on va parler de plus du côté positif de la chose. Est-ce que tu t'es retourné vers l'alpinisme, l'escalade? Justement, on est allé escalader ensemble. J'ai adoré ta personne. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as été attiré par l'escalade? Qu'est-ce que ça procure comme sentiment? Ben, c'est un autre affaire qui est weird. L'escalade, le outdoors, ça m'a toujours aidé à me grounder, à revenir dans mon milieu, mon moment présent. Quand j'étais un cadet, mes premières expériences avec les outdoors, avec les cadets, on en faisait beaucoup. On faisait du camping puis des trucs comme ça. Mais il y a des camps d'été avec les cadets. Puis sur mon 3e camp d'été, ça a été un camp d'été d'aventure. Okay. C'était 6 semaines où on faisait du canot, du mountain bike, de l'escalade, du hike. Fait qu'il y a comme tout un attroupement autour de ça. J'ai fait ça à Captcha pendant un été de temps. Puis l'année d'après, on passe des examens là, avec les cadets. C'est comme
Je sais plus si c'est comme ça maintenant, mais avant, il y avait 4 niveaux d'étoiles que tu passais. Fait que quand j'allais au cadet, la moitié de la journée, on était dans la salle de classe, puis on apprenait des choses. OK. Puis tu passais des examens à chaque année jusqu'à temps que tu deviennes instructeur. Dans le fond, il y avait une étoile, la certification de l'étoile nationale, qui était quand tu passais tes 4 années, tu devenais instructeur, puis après ça, tu donnais les cours au cadet. OK. Mais quand tu passais cet examen-là, il y avait des camps qui s'ouvraient à toi, qui étaient des échanges des fois internationaux. Tu peux aller en Angleterre, en France, il y a plein de cours qui se donnaient l'été. Puis le mien, c'était à Banff. Oh, wow. Dans les Rocheuses. Puis c'était un autre cours d'aventure aussi où j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la marche de glacier. Tu sais, on m'a vraiment comme initié à l'alpinisme là. Puis je pense que ça a comme ça m'a marqué à partir de ce moment-là. J'ai pas été super pratiquant dans les années qui ont suivi, puis quand je suis rentré dans les forces, mais comme quand je pouvais, j'y retournais une fois de temps en temps, mais c'est devenu vraiment, vraiment présent depuis mon retour de l'Afghanistan. Puis aussi loin que ça va, là, de grimper, pour moi, c'est une façon de survivre. Là. Wow. C'est dans les seules activités que je fais, que quand je suis sur un mur ou que quand je surmonte certaines peurs, je suis dans mon moment présent. Puis c'est mon go-to pour libérer toute l'agressivité, la peine, les émotions que je vis qui sont comme vraiment envahissantes souvent. Fait que d'aller là, c'est là que je peux me sentir bien. Puis c'est rien, là, je monte des roches, mais pour moi, Ben c'est là, tellement apaisant. Puis c'est vraiment une survie pour moi de faire ça. Si j'avais pas ça, je sais pas ce que je ferais. ben c'est le fun que tu aies trouvé cette passion-là, tu sais. Ouais. Parce que, comme tu dis, ça te permet de survivre. Puis une chance que tu as cette activité-là, ce hobby-là, pour justement continuer de te donner envie de respirer, tu sais. Exact. Euh, Ça, je le souhaite à tout le monde, hein, parce qu'on a toute une affaire comme ça à l'intérieur de nous qui nous allume. Puis souvent, quand on est dans des moments, des mauvais moments, puis des moments de dépression, on les voit pas, ces choses-là, on les ressent pas. Puis c'est vraiment comme de se donner le petit coup de pied ou d'aller chercher l'aide qu'il faut pour comme te rallumer cette flamme-là, puis de l'utiliser en bon escient. T'sais. Puis moi, j'ai découvert ça, puis la plongée sous-marine, c'est un autre moment, une autre place où ce que je suis dans mon élément, mais c'est comme moi, c'est un peu ça que je fais de ma vie maintenant. Là, genre, je vais grimper, puis je vais plonger, puis c'est comme ben tant mes mieux. moments pour décrocher de tout ce qui se passe dans ma tête, là, parce que ça n'arrête pas là-dedans. Là. Ben oui. Puis tu as besoin, ton cerveau, ton corps a besoin de ces moments-là de répit, Ouais. tu sais, que tu as le droit de t'offrir, tu sais. Tu fais aussi des conférences. Ben, C'est oui. quoi, dans le fond, tu fais des conférences sur ta vie, sur, c'est comme Ben, un peu ce qu'on sur mon fait. expérience, en fait, les conférences que je fais sont associées avec le mouvement des alcooliques anonymes. Wow. On avait parlé, tu sais, je suis conférencier à la demande de certaines personnes, puis j'en écoute beaucoup plus que j'en donne. Là. À l'intérieur du mouvement, de n'importe quelle dépendance, là, on a pas mal tout le même... une expérience de vie similaire, puis ça fait du bien de savoir que tu n'es pas tout seul dans ces moments-là. Fait que ça soit pour des problèmes qui sont émotionnels ou des problèmes qui sont en toxicomanie, comme les speeches que je peux aller faire avec certaines personnes. En toute humilité, j'ai pas la réponse à leurs problèmes. J'ai même pas la réponse aux miens des fois. Mhm. Je fais juste suivre un programme qui m'aide à passer au travers toutes mes embûches, puis je vais juste partager mon expérience de vie. Fait que je fais un peu la même chose que je fais avec toi là. C'est juste de compter ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, puis où je suis rendu dans ma vie présentement. T'sais. Fait que je vais pas faire les conférences dans le point de vue de changer leur façon de penser ou de... Je vais juste leur dire, moi j'ai fait ça c'est mon expérience, puis ça m'a aidé. Ça m'aide là présentement, puis ça va continuer de m'aider, j'imagine. Fait que ça a l'air que mon histoire a comme un penchant positif de parce que j'ai vécu. T'sais, on parle, mettons, des traumas. Là, on a calculé à un moment donné sur papier avec un thérapeute le nombre de traumas qu'il faudrait que je guérisse. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose de... Puis je me compare pas vraiment pas à personne d'autre qui ont vécu un trauma parce que un traumatisme peut avoir des conséquences aussi graves que j'ai vécues. Mais souvent, quand on a un trauma, on peut travailler, on sait sur quoi travailler, puis on sait ce que ça l'a affecté. Mais quand on a fait la liste, on était rendu à genre 70 et plus événements qui ont pu causer un traumatisme, que ce soit de voir des morts, de perdre quelqu'un, de par la consommation aussi, pas juste la guerre. Il y a des moments dans ma vie qui ont été assez difficiles. Fait qu'ils sont comme, on a une petite liste là, de choses qui pourraient avoir causé ces problématiques-là. Fait que si je peux utiliser ces problématiques-là, puis ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, pour dire à quelqu'un comme je suis à la même place que toi il y a quelques années, puis je vais mieux aujourd'hui parce que j'ai fait ça, ben c'est ce que je vais aller leur partager.
Fait que, tu sais, j'aime ça parler au monde, mais comme je dis, tu sais, j'ai pas la réponse. Je suis pas un thérapeute, je suis pas. Sauf que les conférences que je fais, c'est vraiment d'aller parler de mon expérience puis du vécu que j'ai eu. Puis peut-être en inspirer un ou peut-être juste donner un espoir à quelqu'un qui va dire que moi, je souffre au bout du rouleau, tu sais, puis va dire, oh shit, ce gars-là, il a vécu telle affaire, puis il s'en sort bien, comme je vais donner un autre coup. Tu sais, je vais donner un autre essai à mon rétablissement. Fait que c'est ce que je souhaite que mon discours apporte. Mais ouais, c'est ça. Je fais des conférences quand que le monde me demande d'y aller. Ça me fait plaisir d'y aller. Quand je vois bien. Tu sais, puis Ben oui, même tu là, peux pas te forcer à ben, faire de quoi que des ça fois, tombe. des fois j'y vais quand je vais moins bien. Puis je suis juste ouvert avec ça. Tu sais, je leur dis comme check, fuck, aujourd'hui, je vais pas bien. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, dans la vie, on peut pas toujours bien aller. Il y a des moments qui sont up, qui sont down. Puis moi, je vais venir vous partager qu'aujourd'hui, ça chie, mais que je sais que demain, ça va aller mieux. Tu sais. Fait que c'est, c'est, euh, c'est juste d'apprendre à s'accepter comme on est. Tu sais, on parlait au début tantôt, genre, tu dis, ah, comment ça va? Je suis fucking anxieux d'être ici. Là. Ouais. Tu sais, j'ai une Puis t'as grosse été boule. honnête, ouais. Puis c'est ça, regarde, ça me dérange pas. Ça va sortir comme ça va sortir. Puis je veux que les autres qui vivent ces affaires-là ou cette boule d'anxiété-là, ils peuvent être ils peuvent être eux-mêmes. Puis je veux dire, si ça sort tout croche, comme tu disais tantôt, ça sortira tout croche. Puis Tellement. je veux dire, c'est l'exemple que je veux setter. Tu sais, si j'ai les capacités d'y aller puis de surmonter ces peurs-là, je veux pouvoir être un exemple pour quelqu'un qui a plus de difficultés que moi. Là. Ah, mais j'en doute pas. Puis, tu sais aussi, c'est ça qui arrive. Je me rappelle t'avoir dit la première fois que je t'ai rencontré, tu me disais que tu étais une personne anxieuse. Puis je me rappelle que t'avoir dit, ah, mais ça, tu sais, c'est fou, je te regarde, puis t'as l'air en contrôle. Puis j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent que l'anxiété n'a pas de physique. La dépression ressemble pas à quelque chose en particulier. Tu sais, dans le sens, n'importe qui pourrait te regarder puis dire, ah, ce gars-là, il a l'air le plus heureux au monde, il n'y a pas de problème et tout, quand en réalité, tu te bats avec des démons intérieurs, tu sais. Exact. Puis c'est pour ça qu'il faut jamais juger quelqu'un, tu sais, par ça. Par son apparence. Son puis apparence, par son exact. vécu. Tu sais, souvent, quand j'ai commencé mon rétablissement, je jugeais beaucoup. Parce que j'en revenais de la guerre, tu sais. Puis d'une mission où j'ai vu des morts, j'ai vu des enfants qui ont... Tu sais, j'ai vu des affaires assez horribles. Puis j'étais en centre de thérapie, tu sais, puis il y avait des gens qui avaient perdu un conjoint, qui avaient vécu un viol, tu sais. Puis je jugeais beaucoup, puis je le dis ouvertement aujourd'hui, puis pas par fierté, tu sais, j'étais comme, vous avez fucking rien vécu, tu sais, moi j'ai vécu tellement d'affaires, puis je jugeais ce monde-là, puis j'ai appris avec le temps, tu sais, que le bon Dieu m'a amené à vivre un peu tout ce que j'ai jugé, tu sais, puis j'ai vu que ça faisait souffrir aussi, tu sais, puis la souffrance n'est pas quantifiable. Je veux dire, un événement ou une perception d'un événement peut amener tellement de souffrance chez quelqu'un, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux le moins possible juger, parce que je veux dire, on n'est pas à l'abri de ce qu'on ressent. Puis c'est tout notre passé qui nous amène, nos perceptions, qui nous amènent à vivre certaines émotions. Puis comme souvent, tu sais, je vais parler avec du monde, puis comme tu dis, tu sais, c'est comme, ah, mais tu sais, pourquoi tu dis que tu souffres tant, tu sais, t'as de l'air super bien, puis t'as de l'air super correct. Puis je suis comme, tu sais quoi, le fait que je suis capable de démontrer que je vais bien, c'est quasiment problématique pour aller chercher des soins, parce que tu vas parler avec un psychologue, puis t'es comme... Il va quasiment pas te croire. Ouais, il va te dire, ouais, mais toi, t'es correct, là. Comme, non, mais en dedans, ça va pas, tu sais, c'est tellement déchirant, mais mon vocabulaire est bon, je peux bien m'exprimer. Puis t'es comme, t'as pas de problème. Comme, oui, il y a un petit problème, tu sais, je vais pas bien. Fait que si quelqu'un me dit, j'ai de la difficulté avec telle affaire, j'essaie de pas faire comme, ben non, c'est rien. J'essaie de vraiment les écouter puis de me mettre un peu à leur place. Ou juste, même pas me mettre à leur place nécessairement, mais comme juste comprendre que ce qu'ils vivent présentement, c'est souffrant, tu sais, parce que souvent, je me suis fait dire, comme, ben non, t'es correct, tu vois, ben de toute façon, tu bois plus. Fait que, tu sais, c'est comme, ouais, non, tu sais. Comme si c'était si facile, tu sais, t'as une dépendance à l'alcool dans le sens que t'avais une dépendance. Ben, j'en ai une. T'en as une, c'est ça. Ma dépendance va jamais partir. C'est une ça. maladie qui est incurable. Puis si tu me donnes un shooter, là, aujourd'hui, on part sur une solide brosse, puis mes enfants me voient plus pendant 2 mois, là, for sure. Puis je sais pas où est-ce que ça va arrêter. Je sais pas quand ça va arrêter. Fait qu'il faut juste que je me tienne loin de toute consommation. Parce que je suis encore toxicomane, je suis encore alcoolique, puis il faut pas que je l'oublie. C'est un peu le même principe qu'avec le post-trauma. Comme je me lève le matin, puis j'essaie d'avoir les pensées le plus positives possible, de genre me kickstart sur le bon côté, parce que mon cerveau est tellement facilement amenable vers le côté négatif, puis de l'anxiété, la peur, puis tout ça. Fait qu'il faut toujours que je me batte avec cette affaire-là. Puis c'est un peu le même principe avec l'alcool. Je veux dire que je peux... C'est même plus dans mes pensées qu'un jour, je vais pouvoir commencer à consommer. Je peux pas, c'est sûr et certain. Ben oui. Puis je l'ai fait par le passé. J'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé de recommencer. Puis ça m'a toujours mené au même résultat, endroit, au même scénario. Puis pire en pire. En fait. Pire en pire, ouais.
J'ai une des dernières questions, mais t'es vraiment pas obligé de répondre. Là. C'est juste, ça vient de me venir. T'as des enfants et tout, t'as deux petites filles. Est-ce que tu dirais qu'il y a des jours où que ça te stresse de les avoir cette semaine-là parce que tu dis, oh mon Dieu, je sais pas ce qui m'attend dans la prochaine semaine? Ou... Tout le temps. Ouais, il y a tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps stressant. Mais ils sont la raison pourquoi je suis encore vivant aujourd'hui. Une grosse des parties qui fait que je suis encore vivant aujourd'hui. Je sais que la thérapie, il faut vraiment que tu le fasses pour toi. C'est super important que tu ailles chercher l'aide pour toi, que tu te mettes en premier lieu, que tu... Sauf que si c'était pas de mes filles, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Ils ont vraiment été dans les moments où j'étais vraiment décalisse. C'est à eux autres que je pensais, pour me dire, je peux pas leur... Au pire, c'est pas tant genre, je veux vivre pour eux autres, c'est comme je peux pas leur faire ça, Puis aujourd'hui, je pensais nécessairement comme ça, sauf que c'est sûr que je suis toujours anxieux. Je suis toujours anxieux de leur causer du tort. Je suis toujours anxieux que mon anxiété leur cause de l'anxiété. Puis, ils vivent de l'anxiété, mes filles aussi. Fait que là, je suis comme, oh my God, je me sens full coupable. Mais non, c'est un challenge tout le temps. Je veux dire, ma vie présentement, c'est un peu la survie en permanence. Je suis pas capable d'aller faire mon épicerie comme du monde tout seul. C'est bien correct. Il faut que je m'adapte vraiment. J'ai une grosse adaptation à faire autour de ma vie, puis j'ai besoin d'avoir un encadrement quand même. J'ai besoin de beaucoup d'aide dans tout ce que je fais. Puis avec mes filles aussi. Mais quand ils sont là, ils sont au courant de ma problématique. J'ai été super ouvert avec eux autres. Ils sont au courant que j'ai des problématiques avec l'alcool. Ils savent que, ils sont au courant que je fais des conférences là-dessus. Ils savent que papa a vécu des affaires qui sont... qui l'ont traumatisé. Puis quand je vais pas bien, je leur dis, les filles, aujourd'hui, je me sens comme ça. Puis ils font la même chose avec moi. Ils sont capables d'énumérer leurs émotions. Puis je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai que tous mes traumas m'ont amené à apprendre, que je peux leur apprendre aujourd'hui. C'est une des plus belles, des plus beaux cadeaux parce qu'ils sont capables de s'énumérer ça. Puis on a une super de belle connexion ensemble. On est capable de se dire, genre, aujourd'hui, genre, on se fait pas chier parce qu'on va pas bien, je suis super anxieux puis tout ça, ils sont comme OK, puis ils comprennent ça. Fait que je suis vraiment content que j'ai pas à leur cacher ça, je trouve que n'importe quel parent devrait être super ouvert avec leur situation parce que souvent ce que je trouve, puis même moi j'ai vécu de même, puis tous mes amis ont vécu comme ça, c'était comme la génération où les parents sont parfaits, les parents ils ont jamais de problème. Fait que là quand toi tu vis des problématiques, t'es comme je vais pas bien, je suis pas correct parce que mes parents n'ont jamais de problème. Moi je veux au moins que mes filles sachent que on l'a difficile, nous autres aussi, des fois, puis c'est correct, c'est normal de vivre des up and down, puis... Fait que non, mais c'est sûr que c'est de l'anxiété tout le temps, parce que je veux tellement leur offrir le meilleur de moi-même. Puis des fois, j'ai pas grand-chose à offrir. Ils demandent pas grand-chose, mes filles non plus. Ces enfants-là demandent à être aimés, puis que j'aille les porter à l'école, je leur donne un lunch, là, Mais je veux tellement comme rattraper le temps que j'ai perdu avec eux autres, parce que les premières années, j'étais vraiment pas présent, là. Mais aujourd'hui, on a une relation qui... Je ne l'échangerai pas pour rien au monde. Là. On a tellement une belle relation ensemble, mais c'est sûr que c'est toujours cause d'anxiété. Pour moi, n'importe quoi est cause d'anxiété. Là. Aller prendre ma douche puis savoir qu'il n'y a plus de shampoing, c'est le cœur m'arrête. Là, je suis comme, il faut que il faut que j'aille chercher ça. Puis là, je fais une réaction incroyable à quelque chose qui est tellement anodin pour la majorité des gens. Oui, mais c'est pas grave, dans le sens que c'est toi, puis c'est ton combat à toi, puis tu le sais, puis... Moi, je te juge tellement pas pour ça. Je trouve que, justement, c'est admirable que tu puisses en parler. Je trouve ça vraiment... Mais tu sais, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il y a des journées que ça passe bien. Puis j'en ris. T'as peur d'aller chercher du shampoing IGA, C'est sûr, parce que t'as tout le temps été dans l'humour dans ta tête, de comme rire de ce qui va mal. Ben c'est ça, mais tu sais, d'une certaine façon, t'es comme, c'est tellement anodin, puis d'une autre façon, il y a un autre côté que t'es comme, calisse que je suis tanné, tu sais, que ça soit lourd, puis que ça soit... Fait qu'il y a des journées où je suis fatigué, là, que tout est tellement difficile, puis il y a d'autres journées où t'es comme, tu sais, parce que logiquement, je sais qu'il n'y a pas de danger à l'OIGA, là, tu sais, je veux dire, dans les premières années, là, c'est sûr que j'étais hyper vigilant, j'étais qu'il y a du monde, puis là, tu te dis, il y a peut-être quelqu'un qui, parce qu'en Afghanistan ou en mission, c'est tout le temps quelqu'un qui veut te tuer, tu sais, il y a toujours un danger quelconque. Fait que quand tu reviens, ben c'est t'es tout le temps sur tes gardes. Tout le temps sur tes gardes. Mais logiquement, là, je suis pas con. Là, je sais qu'il n'y a personne qui va se faire exploser dans l'IGA. Ça arrive une fois ou 10 ans qu'il y a un attentat terroriste de même dans ces coins-ci. Mais logiquement, tu le sais, sauf que physiquement, le corps, il m'envoie une décharge d'adrénaline. Je me mets à me sentir du croche, je me mets à avoir peur, je me mets à avoir des sueurs. Puis là, t'es comme, fuck, tu sais. Il n'y a rien qui va arriver, juste lâche-moi. Ouais, mais c'est l'anxiété, c'est ça. Tu te fais contrôler par ta tête. C'est comme... Tu le décris tellement bien là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'anxiété, Colin.
sais, logiquement, je veux dire, je le sais qu'il n'y a rien qui va arriver. Mhm. Mais il y a une partie de mon cerveau qui est comme, watch me. Tu sais, genre, Ouais. je vais te détruire ta journée comme ça. Ah Puis ouais. c'est drainant. Tu sais, après ça, j'ai plus d'énergie pour rien. Faut que je me couche. Fait que, tu sais, C'est dur pour le corps, l'anxiété, tu sais. Puis tout, en plus, c'est pas juste l'anxiété, là, c'est vraiment tout. Fait que, oh mon Dieu. Écoute, je suis complètement là, inspirée par toi, sincèrement. Merci. J'ai vraiment trouvé que c'était un épisode plus qu'incroyable, là, honnêtement. Si ce n'est pas le plus intéressant, dans le sens que tous mes invités sont hyper intéressants, mais je trouve que toi, t'es vraiment venu mettre le doigt sur de quoi qui est tabou de notre vision à nous, de la société. Tu sais, aussi, t'es venu ouvrir les yeux sur c'est quoi être vétéran dans l'armée, puis tout. Puis je t'en remercie vraiment pour ça. C'était vraiment, vraiment pertinent. Puis j'espère vraiment que t'es content dans le sens que tu réalises à quel point ça peut inspirer les gens, cet épisode-là. Vraiment. Je le souhaite. Tu sais, si, puis c'est pas juste pour mes chums vétérans, tu sais, mais qui vont m'entendre. C'est sûr que quand tu vas mettre ça en ligne, là, il va genre avoir les blondes de mes chums qui vont leur dire « Ah, t'es le pic, ah, Claudie, merci. » Puis là, je vais me faire envoyer des bêtises. Là. Mais non! C'est sûr, mais ça va être Hey, drôle. Vous êtes mieux de pas envoyer des bêtises à Seb, là. Moi, c'est sûr, là, je vais me faire envoyer des affaires, mais ça va être de bon cœur, ça va être drôle. Mais tu sais, moi, le but que je viens ici, c'est, oui, compter mon expérience, mais dire que les choses s'arrangent, puis qu'il y a il y a possibilité d'être heureux malgré toutes ces problématiques-là. Puis c'est que j'en vois trop de mes chums qui souffrent encore, qui sont encore hyper affectés, puis ça m'attriste, mais il n'y a rien que je puisse faire, outre le fait de juste continuer de vivre ma vie du mieux que je peux, puis comme leur dire que ça peut bien aller, si on fait certains choix qui nous amènent à mieux être, puis pas juste pour les vétérans aussi, tout le monde qui te regarde, qui vivent des problématiques émotionnelles ou anxiogènes, qu'il y a des solutions. Tellement. Ouais. C'est vraiment un très beau mot de la fin. Je te remercie encore. Puis la gang, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Pour vrai, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Il y a eu des petits moments où j'étais un peu émotive, mais ça n'a pas paru. Mais pour vrai, merci. N'hésitez pas à vous abonner au balado si jamais vous vous sentez inspiré par le balado. Puis ben sinon, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis ben, je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. C'est le plus important. Bisous. Bye.